Alright, bienvenue à l'univers de la santé Phoenix Podcast saison 3, épisode 7. Aujourd'hui, on parle du sucre et de l'ingénierie comportementale. C'est un sujet que je trouve vraiment très pertinent, comme tous les autres sujets qu'on parle. Puis j'en parle énormément avec mes clients. J'étais en train de monter un webinaire là-dessus, j'avais plein d'informations, plein d'études, fait que je me suis dit pourquoi pas faire un podcast complètement là-dessus pour élever la conscience des gens. J'étais avec mon associé Sam, comment ça va Sam? Ouais, j'ai toujours pas changé de nom, c'est encore Sam. Ça Encore. roule, ça roule. Vas-y, man, je te laisse partir là-dessus, ça va être intéressant. Cool, ben ouais, ben tu sais, je t'ai raconté un petit peu le sujet, dans le fond, on est rendu qu'on choisit chacun notre sujet, un podcast sur deux, fait que c'est un sujet-là, dans le fond, sur le sucre, j'ai beaucoup de mes clients qui viennent me voir en clinique, puis ils sont, on va dire, hyper intoxiqués au sucre, parce que dans la société, on l'est, mais ça en est quasiment rendu inconscient, on s'en rend plus compte, puis le monde mange 100 puis 150 grammes de sucre, une petite liqueur là, un rum and coke là, ils vont se manger, mettons, des pâtes d'ours, des barres tendres, puis il y a du sucre dans pratiquement tout ce qu'on mange, mais c'est quoi la quantité qu'on devrait manger et tout le kit? Fait que je trouvais ça intéressant de voir c'est quoi qui s'est passé depuis les années 70 qui a amené on va dire un gros segment d'ingénierie comportementale. Je vais expliquer vraiment tout ce qui s'est passé depuis pour arriver dans un système comme on est là. Puis ça va peut-être expliquer aussi, dans mes mots, le système de maladie dans lequel on vit, pourquoi on est rendu à ce stade-là. Fait que vraiment intéressant comme sujet, honnêtement. Je décolle là-dessus, mais comme tantôt j'ai dit, j'étais en train de créer un webinaire sur justement l'ingénierie comportementale, la perte de poids et tout le kit. Puis à l'intérieur, dans le fond, j'ai sorti une étude qui est backée par deux études super intéressantes. Là, je les ai traduites parce que je me suis foulé la langue à essayer de le dire en anglais. Mais dans le fond, il y a une étude de Small DM et Al, la libération de la dopamine dans le stratium dorsal induite par l'alimentation. Le stratium dorsal, juste pour expliquer c'est quoi, c'est une partie profonde du cerveau qui sert vraiment au niveau du comportement du plaisir. Puis ça, c'est une étude qui a été publiée sur PubMed dans les années 2005. Et il y a Wang, J.H.A. et Al, l'exposition à des stimulants alimentaires et l'activation neuronale humaine. Très intéressant comme étude parce que dans le fond, dans l'étude, ils se sont basés sur un concept. Il y a une image. À gauche de l'image, puis là, je vais essayer de le dire pour nos internautes qui sont dans leur char en train d'écouter ça ou dans leur écouteur. À gauche de l'image, il y a un cerveau humain avec une forte activation du striatus dorsal, donc des glandes dopaminergiques. La dopamine, le sentiment de réconfort, de plaisir et tout. Et à droite, tu as exactement le même cerveau avec une activation très similaire, un petit peu plus faible que celui-là à gauche. Les deux sont pratiquement identiques, activent les mêmes récepteurs à la même intensité. Selon toi, Sam, c'est quoi les deux molécules qu'ils ont utilisées pour essayer d'évaluer l'activation du plaisir dans cette étude-là? Mais je le sais, moi, fait, je le dirai pas, je vais te laisser les dire. Le sucre et la cocaïne. Ça veut dire qu'à gauche, on voit l'activation du cerveau lorsqu'une personne consomme une grande quantité ou une grande densité de sucre. Et à droite, on voit l'activation au niveau neuronal dopaminergique de la cocaïne. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est là que ça m'est venu à l'idée de faire ce podcast-là, mais les deux sont exactement pareils. Par contre, tout le monde en est conscient. La cocaïne est considérée comme étant une drogue. Mais le sucre dans la société, est-ce que c'est considéré comme étant une drogue? Non. Et qu'est-ce que ça fait de consommer, que toute la population, là, on va se le dire, le 98% de la population mange du sucre en grande quantité régulièrement? Qu'est-ce que ça va avoir comme comportement et c'est quoi l'ingénierie industrielle, comportementale et alimentaire qui s'est créée autour de ça? Vraiment super intéressant, je trouve, parce que dans les 40 dernières années, il y a eu énormément de changements, puis je vais vous expliquer le time-lapse derrière ça. Avant de commencer, il y a une phrase que j'adore dire à mes clients, c'est, puis souvent il y a des clients qui viennent à vibrer un peu plus sur cette phrase-là, ils comprennent, puis quand ils comprennent le concept, ça rentre vraiment, puis là, oh là, ils changent leur perception. Checkez bien ça. Si on savait ce qu'ils osent mettre dans l'alimentation et l'effet que ça a sur notre santé, personne n'oserait manger ces aliments-là. Si on savait ce qu'ils mettent dans notre alimentation et ce que ça fait sur notre santé, personne n'en mangerait. Mais le principe même, c'est que 95% de la population sont inconscients de ce qui rentre dans leur corps. Puis c'est ça qui fait en sorte que l'industrie alimentaire fait autant d'argent et peut continuer de mettre des produits chimiques, des additifs et tout le kit à l'intérieur. La question que je veux répondre ici, c'est est-ce que le sucre est considéré comme étant réellement une drogue? Parce qu'on se base sur le concept, parce que l'activation en tant que telle sur l'image est la même ou presque. C'est la même, on va dire, sécrétion de dopamine du cerveau d'une personne qui prend de la cocaïne versus du sucre. La seule différence, c'est vraiment que la FDA n'a pas classé le sucre comme étant une drogue. Mais checkez bien ça, OK? En sciences et en santé publique, une substance pour être considérée comme étant une drogue doit remplir au minimum un seul de tous ces critères-là que je vais vous nommer. Un, la molécule doit agir sur le système nerveux central.
2, la molécule active le système de récompense et de plaisir du corps, la dopamine. 3, elle peut entraîner une dépendance. 4, le corps crée une tolérance à cette molécule-là. Et 5, il y a un effet et un temps de sevrage. Et si on regarde la molécule du sucre, 1, elle stimule fortement la dopamine, donc elle comble ça, ce besoin-là. 2, active le circuit de récompense, même fortement. On sent, tu sais, une personne qui vit une journée de marde, arrive le soir, se mange des bonbons, puis les bonbons, ça va lui amener un petit peu un sentiment de réconfort, un sentiment d'apaisement. Ça amène cette récompense-là. On se sent bien quand on mange ça, sur le coup. 3, ça crée des comportements de compulsion. Qui, ici, a des rages de sucre, ont vécu des rages de sucre qui étaient quasiment ingérables, puis dès l'instant que tu l'échappes pendant une semaine, tu reviens après ça de ton chalet, après ta semaine de débauche avec plus de sucre, puis tu as de la misère à te remettre dans un mode de vie, puis tu le quittes. Et 4, provoque de la tolérance chez plusieurs personnes. Et 5, entraîne des symptômes proches d'un sevrage. Donc, le sucre amène de l'irritabilité, de la fatigue, des cravings et des baisses d'humeur. Fait qu'au final, le sucre est littéralement la définition même de ce qu'est une drogue. C'est fou. Tu sais, là, c'est important de faire la différence, par exemple, parce que je te pose la question, là, mais là, on parle de sucre. C'est large. Mais, tu sais, dans des fruits, genre dans un raisin, il y a du sucre. La phase, c'est qu'il y a des fibres qui viennent avec. Ouais. Il y a des vitamines, des minéraux. Puis, tu sais, les fibres viennent un peu ralentir cette absorption, la glycémie, dans le fond, dans le sucre direct, si jamais versus c'est du sucre blanc, mettons, complètement. Là. Fait que tu verrais quoi comme une différence? T'sais, si tu regardes, mettons, une pomme qui a du sucre, c'est-tu les mêmes circuits que ça peut activer? T'sais, ça va activer la dopamine, les circuits de récompense et tout, ou à cause des fibres, des vitamines, des minéraux, c'est différent? Genre? C'est une excellente question. Puis pour répondre à ta question, c'est le glucose et le fructose. Ça veut dire que c'est dès l'instant que tu manges une pomme, ta pomme va se convertir en glucose et en fructose dans ton sang, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a une quantité maximale qu'un humain peut absorber. Il y a du monde qui vont avoir une meilleure capacité parce qu'ils sont très sportifs, ils ont des grosses demandes nerveuses et toute l'équipe. Mais il y a d'autres personnes qui sont très sédentaires et leur, on va dire, tolérance au sucre est plus faible. Généralement, de ce que j'ai pu lire, environ un 60, entre 50 et 70 grammes de sucre par jour, sucre, là, pas de glucides, de sucre, c'est ce qui reste saturé en tant que tel les besoins du corps. Ça veut dire qu'au-dessus de 70 grammes, ça entend 2 liqueurs, une banane, t'es déjà batté. Ben, au-dessus de ce 70 grammes-là, c'est là qu'il y aurait vraiment des répercussions plus négatives et toute l'équipe, puis là, on pourrait commencer à avoir des comportements. Et tu as nommé un bon point. Avec les fruits, le fait qu'il y ait des fibres, l'index glycémique est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire que le temps d'absorption du sucre va être beaucoup mieux. Tu sais, expliquer simplement, si tu manges du sucre blanc, c'est sûr et certain que tu as un indice glycémique de 100. Ça spike, ça descend. Fait que tu vas avoir probablement beaucoup plus, tu vas être plus propice à avoir des comportements de compulsion, à avoir le circuit de récompense instantané, versus ton fruit, s'il y a 60 d'indice glycémique puis qu'il se digère et s'absorbe pendant 2 heures, 3 heures, c'est différent comme molécule. C'est un bon point. C'est là que c'est pas juste le sucre, mais là, on parle de ce que je peux comprendre. On parle du sucre blanc, de sucre pur, là, ouais. c'est ça. Puis l'autre affaire, c'est que c'est relatif. Tu parlais de nombre de grammes, mettons 50, 70, c'est relatif par rapport à la personne. Ouais. On donne souvent l'exemple d'Hugo Gérard. Là. Hugo Gérard, 50 grammes. Probablement qu'un bon 150 grammes, ça doit rentrer dans ce cas-là. C'est ça, fait que c'est relatif. Très relatif si par rapport à la composition. Si tu bouges versus si tu bouges pas, c'est différent aussi. Là, mais fait que c'est important de comprendre que là, on parle de sucre pur, là, probablement dans ta situation, et non juste de manger des fruits, puis c'est relatif selon ton poids aussi. Là. Exactement. Puis tu sais, c'est de comprendre, parce que je le vois beaucoup avec les clients, mais le sucre, pourquoi je fais cette intro-là sur le sucre, vous allez comprendre vers, plus bas dans le podcast. Mais dans le fond, la logique derrière ça, c'est, puis là, tu l'as dit, c'est du sucre. C'est de la densité de sucre. Là. Ça veut dire, plus tu prends de la quantité, plus tu risques d'avoir des réactions un peu comme, je sais pas, j'ai jamais pris vraiment de la cocaïne, là, mais plus tu prends de la cocaïne, plus tu vas avoir des highs et après ça, tu vas avoir un gros dump dépendamment de la quantité. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais au niveau du sucre, tout ce que je sais, c'est que les études ont démontré que des aliments ultra denses en glucose et en fructose, là, vraiment saturés. Là. C'est du 100 d'indice glycémique en très grande quantité. Ça va avoir des réactions beaucoup plus grandes que des petites quantités segmentées tout au long de ta journée, plus de fibres et tout le kit. Fait que oui, il y a des points à prendre en compte là-dedans. Prendre en compte que le sucre, puis ça, les gens n'en sont pas conscients. Il y a un sevrage, puis ça, le monde, ils savent que, avec Colin, j'essaie d'éliminer le sucre, c'est pas évident. Il y a des défis. Ah, moi, je mange pas de sucre pendant un mois, puis t'en vois plein pulluler sur Internet. Voici la cascade de sevrage du sucre.
De 0 à 72 heures après l'arrêt. Et là, lorsqu'on parle de l'arrêt, c'est une personne qui consomme au-delà des besoins physiologiques du corps, donc environ 50 à 70 grammes, comme j'ai parlé tantôt. Fait que la personne en mange 200 grammes, elle prend 3 liqueurs par jour, elle mange 3 fruits, elle mange plein d'aliments transformés, elle est à 200 grammes de sucre par jour. Cette personne-là décide de couper, puis elle dit, je coupe tous les sucres blancs purs comme liqueur et tout, je tombe dans les fruits seulement. Fait que là, elle va se manger 2-3 fruits par jour, c'est tout. Cette personne-là, elle va vivre pendant les 0 à 72 premières heures de l'irritabilité, des maux de tête plus fréquents ou plus propices, de la fatigue nerveuse, difficulté de concentration, instabilité glycémique. Ça veut dire que la glycémie peut être très instable, avoir des up and down au niveau glycémique, elle va avoir des up and down au niveau énergétique. Jour 3 à 7, elle va commencer à avoir des cravings beaucoup plus intenses. Et je le vois beaucoup en clinique. Il y a du monde qui vient de me voir puis qui me pose toujours la question, j'ai tellement de rage alimentaire. Ben, une des premières étapes, c'est est-ce que tu manges assez? Si tu ne manges pas assez, c'est normal que tu aies vraiment faim. Puis si tu n'es pas conscient, tu vas manger tout ce qui te passe par la tête. Ou deux, es-tu en train de te détoxifier du sucre? Ou bien, tu sais, t'es-tu toujours dedans un loop, on va dire, de je mange du sucre, ah là, je m'en veux. Fait que là, tu essaies de prendre soin de ton mode de vie pendant 3 jours. Tu tombes dedans un craving intense, tu reviens tout le temps, puis tu sens que c'est comportemental et plus difficile pour toi. Jour 3 à 7, craving intense. Trouble du sommeil. Le sommeil plus profond est beaucoup plus difficile à atteindre. Tu te souviens, Sam, c'est quoi que ça fait, le sommeil plus profond? C'est quoi les fonctions, juste de même, si tu t'en souviens, récapitulatif? Éliminer tous les déchets, l'hormone de croissance, c'est plein d'affaires que ça va faire. C'est comme le sommeil le plus important, là. C'est une des parties du sommeil. Ça nuit beaucoup. Égal, mais oui, c'est important. Humeur instable, très instable. Et ça, moi, je le vis généralement. Là, quand que je m'en vais, mettons, je sais pas moi, dans des événements puis que je mange vraiment plus de sucre, ce qui est quand même rare, mais que je mange vraiment plus de sucre, je le sens que le lendemain, le surlendemain, mon humeur est vraiment plus instable. Je suis plus irritable. Je pense que les points, ben, tu sais, humeur instable, tu ramènes à irritabilité. Je pense que c'est les points principaux, là, genre l'irritabilité puis les. Même, je te dirais, le principal, c'est les maux de tête. Là. Ouais. Combien de fois de personnes vont dire « Ah, j'ai coupé les sucres, j'ai mal à la tête. Ouais. » Ça fait partie un peu de la game. Là. Puis, tu sais, je veux faire un lien, pas un lien, mais revenir sur ce que tu as dit, mais c'est super important. Tu sais, quand les gens, tu as sûrement déjà eu ça souvent, des clientes ou clients qui te disent « Ah, ben moi, j'ai coupé tout le sucre, je mange plus de sucre. » Je suis comme, si tu mangeais pas de sucre, tu mourrais. Ouais, genre, t'as pas le choix de manger de sucre. L'affaire, c'est que souvent, on associe sucre à genre Pepsi, à une barre de chocolat, genre voilà. Kit Kat, à du sucre blanc typique. Mais le sucre, c'est large. Dans les fruits, il y a du sucre. Dans des noix, il y a du sucre. Il y en a dans plein d'affaires dans l'alimentation. Mais là, tu sais, quand on dit j'ai coupé 100% du sucre, tu as coupé 100% du sucre, on va dire transformé. Ça serait plus mieux dit de faire de cette façon-là. Le sucre raffiné, vraiment. Ouais, c'est ça. Exact. Carrément. Je suis d'accord avec toi. Puis c'est impossible, comme tu as dit, de couper à 100% le sucre. Même les personnes qui mangent keto, qui coupent tous les fruits, les légumes, la plupart et tout le kit, ils vont quand même avoir du sucre. Là. Comme tu as dit, dans les amandes, dans les noix, il y a du sucre. C'est juste qu'il en a en moins grande quantité. Puis souvent, le keto, moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est de là que ça vient beaucoup les effets. Oui, il y a les corps cétogéniques qui apparaissent, mais le fait que ton corps ne soit pas en contact avec le sucre, il y a des cascades. Puis tu sais, j'embarque pas dans la science de c'est quoi que le sucre fait au niveau hormonal, au niveau neurotransmetteur et tout le kit. Ça serait intéressant de faire un podcast juste sur le sucre, par contre. Ça, je pense que je vais me le prendre en note, puis on décortiquera le sucre, la molécule et tout le kit. Mais c'est le keto, c'est le fait de couper le sucre. Une personne, 50 livres à perdre. Puis là, la personne, elle commence à tomber dessus un mode de vie keto. Elle coupe de 200 grammes de sucre par jour avec ses liqueurs et tout, à, on va dire, un 50, 40, 30, 20 grammes de sucre ou de glucides total. Madame, c'est sûr qu'elle fait le mieux, là. C'est sûr, là. Ouais. Semaine 2-3, il va y avoir une augmentation. Fait que là, on commence à avoir les bienfaits après 2 semaines à diminuer le sucre sous les besoins physiologiques. Augmentation de la stabilité glycémique, tendance à moins subir de compulsions alimentaires, des rages alimentaires. Meilleure clarté mentale, là, on commence à retrouver les fonctions du cerveau un petit peu plus et le focus mental et la concentration augmentent drastiquement. Et après 30 jours à avoir régulé la quantité de sucre par rapport à ton niveau optimal, tu sais, on s'entend ensemble. Mettons, dans ta journée, là, combien de grammes de sucre tu penses que tu manges overall, tout compris? Là? Si tu enlèves ta boisson glycée. C'est une bonne question. Là, à peu près. Pas. Combien de fruits tu manges? Je mange un fruit pour déjeuner, un fruit post-workout, puis un fruit en PM tout le temps. Fait qu'admettons, si on a fruits par jour, mais un 15 grammes de... Peu, parce que je mange du gruau, je mange du riz, des patates, etc. Mettons, on va dire sucre. Là. C'est vraiment sucre, les sources de sucre, parce qu'on ne comptera pas le 1 gramme dans ton gruau, des choses de même. Mettons de l'amidon, je ne le compterai pas là-dedans. Fait que ça serait mes 3 fruits, puis honnêtement, je rajouterais mon pentacarbe pendant que je mange. Fait qu'un 45 grammes, peut-être 50 grammes si on arrondit autour de tes fruits.
Si je t'ajoute le Pentacarb, c'est sûr. Puis si on rajoute le Pentacarb, tu dois être au-dessus de 70. Ouais. Mais le Pentacarb, tu vas en parler dans l'autre podcast, c'est un produit pour sportifs pour augmenter justement tout le glucose, fructose, Ouais, tu sanguin. prends pas ça si tu bouges pas. Là, je pense Exactement. Fait que tu sais, généralement, si on enlève ton supplément spécifique, tu dois prendre environ 50 grammes. Ça en veut fait, j'ai dire 4 fruits. J'en 4 prends fruits. un aussi dans mon yogourt grec le soir. J'ai un petit peu de chocolat noir aussi, qui en a un peu. Il y a Un plus petit de peu. fibres, pas mal, mais il y en a un peu. Fait que tu Ça vois, serait en termes de pas mal quantité de sucre, entre 50 et 70 grammes à peu près, ish. Bien sûr, j'en prends pas. Ouais, oui, si tu mets pas le Pentacarb. Si tu mets pas le Pentacarb. Ça veut dire que dans ton alimentation typique, tu es pas mal là où les besoins physiologiques du corps sont. Fait que ton alimentation au niveau du sucre est quand même bien régulée. C'est à prendre en compte. Fait que, tu sais, comme moi, je suis à peu près autour de ça, un 3-4 fruits par jour. Je prends pas de Pentacarb. Fait que je suis pas mal tout le temps aux alentours d'un 60-70 grammes. Fait que meilleur focus mental. Quand ça fait 30 jours et plus que tu es là-dessus, la sensibilité gustative augmente. Et ça, je le vois souvent avec mes clients. J'ai du monde qui vient de me voir, qui prennent 3 liqueurs par jour. OK, c'est 3 liqueurs. Ça, ouais. Mais 3 liqueurs, même diète, là. Puis là, ces personnes-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu leur donnes un menu, tout est fade, tout est pas bon. Ouais. Ils mangent des œufs, puis ils trouvent ça fade. Ils mangent des bleuets, des framboises, tout est fade. Là, t'es comme, OK, clairement, au niveau gustatif, il y a quelque chose qui est désorienté. Là, J'adore ce point-là, man, c'est débile. C'est Tu débile. donnes les exemples, mettons chocolat noir, chocolat au lait, Ouais. beurre d'arachide naturel, beurre d'arachide craft. Ah ouais. Ça coûte rien, cette cochonnerie-là. Après 2 semaines, finalement, il est bon, le beurre d'arachide C'est ça. naturel. Et Nous voilà. autres, c'est le même contraire. Flip ça l'autre bord. Je suis pas capable de manger du Tu sais, sucre. je vais me pogner un beurre d'arachide normal. Le trouver bon, là, mais je vais faire tabarnak. T'es écœuré. Là, je mange un gâteau après une pointe. Même là, une pointe, j'ai de la misère à en prendre. Je suis écœuré. On est tu sais. déconditionné à ça, Ouais, puis c'est c'est ce que ça. nos clients voient le plus souvent. Même affaire avec l'alcool, même affaire avec le sucre, c'est toujours la même chose. Prends 30 consommations d'alcool par mois, il y en a, puis pour eux autres, c'est pas beaucoup. Quand ils diminuent à 2, puis que là, il repart à 30, le 30, il rentre dedans. Là. Ça fait mal. Non, c'est bon. Fait quoi, sensibilité gustative augmentée. Hey, combien de fois tu as entendu ça? Admettons, sais-tu moins de 10 fois ou plus de 10 fois que tu as entendu dans toute ta carrière des clients dire que l'eau goûtait pas bon? Ah, tout le temps. C'est fou. On l'entend souvent. L'eau goûte pas bon. Hey, sérieusement, à quel point tu as bu du jus dans ta vie pour trouver que l'eau, la chose la plus naturelle sur la terre que l'humain a de base besoin, du goûte pas bon puis que t'es pas capable d'en prendre. À quel point la Dans la liqueur est rentrée dans ton corps. C'est normal que l'eau goûte pas bon, ça goûte rien. Ça Dans le goûte fond, c'est pas que ben, ça goûte bon ou pas bon, c'est que ça ça goûte goûte l'eau. rien, ça goûte neutre, c'est de l'eau. Ça C'est- goûte c'est l'eau. Normal. Fait que 30 jours et plus, sensibilité gustative qui augmente. Fait que là, là, tout commence à goûter plus fort. Là. On mange des bleuets, puis les bleuets sont très sucrés, là, versus avec le sucre, pas sucré. Et réduction significative des rages alimentaires, voire l'absence complète. Fait que peut-être à prendre en compte que le sucre est vraiment quelque chose d'important à porter attention. Comme tantôt, je t'ai fait faire l'exercice, combien de grammes de sucre? Un fruit, là, arrondissez là, environ à 15 grammes de sucre. Que ce soit une banane ou une pomme, la pomme, c'est peut-être plus un 10 grammes de sucre, la banane, c'est plus un 18. Un arrondi d'à peu près 15 grammes de sucre par fruit. Calculez le nombre de fruits que vous mangez dans votre journée. Déterminez, puis comme j'ai dit tantôt, les besoins physiologiques. Mettons, on va dire, chez une femme sédentaire, un 50 grammes, chez un homme sédentaire, un 70 grammes. Puis généralement, chez tout sportif, on pourrait peut-être dire une femme aux alentours d'un 70, puis un homme plus aux alentours d'un 80-90. Ça serait ça, actif, là. C'est aussi relatif par rapport à quel point c'est mûr. Tu sais, une banane, mettons, plus mûre, va être beaucoup plus sucrée qu'une banane pas mûre. Fait que, tu sais, ça va être moins fibreux, plus sucré. Fait que ça aussi, ça peut jouer. Là. On peut jouer, mais c'est ça. Un 15 grammes, admettons, là, si on arrondit, ça me donne quand même un aperçu. Fait que je te pose une autre question ici, Sam, d'abord. Parce que là, on vient de comprendre que le sucre a littéralement la totalité des critères de drogue, mais il n'est pas considéré comme étant une drogue. On voit qu'il y a des temps de sevrage puis de crime. Ça va avoir un effet pendant quasiment 30 jours sur tout. Là. Si tu ne goûtes pas pareil, ça perturbe ta perception des aliments. Fait que c'est sûr, tes comportements vont être différents si tu manges plein de sucre. Pourquoi, selon toi, c'est autant omniprésent et que c'est légalement omniprésent dans la société? Parce que ça coûte pas cher. OK. Puis honnêtement, parce que c'est addictif. Fait que le côté addictif. Ouais. Puis pourquoi, dans le fond, ils font pas ça avec la cocaïne ou avec d'autres types de drogues? Je sais pas. C'est fou, c'est malade quand tu penses à ça. T'es-tu capable, puis là, je te pose une bonne question, puis je veux pas que tu regardes tes notes, OK? T'es-tu capable de me nommer ou de me dire le top 4 des plus grandes industries mondiales en termes de revenus par année en 2025? C'est les mêmes depuis à peu près les 20-30 dernières années. Ben, les deux, c'est sûr qu'il y en a deux là-dedans, l'industrie pharmaceutique puis l'industrie agroalimentaire. Là, Lequel serait plus gros selon toi, pharmaceutique ou agroalimentaire? Moi, je guesserais pharmaceutique. Pharmaceutique? Ouais. Check bien ça. C'est quoi les deux autres? La 4e plus grande industrie planétaire, l'industrie pharmaceutique avec 1500 milliards de profits par année. On englobe la totalité du système, là. 1500 milliards de profits par année. La 3e, l'industrie pétrolière, avec 4000 milliards de profits par année. On s'entend, c'est 3 fois plus gros que l'industrie pharmaceutique. La 2e plus grande industrie mondiale, l'industrie bancaire, avec 5000 milliards de profits par année.
Et la plus grosse industrie planétaire, toute confondue, la chose qui fait le plus d'argent sur la planète, l'industrie alimentaire, avec 7000 milliards de profits par année. J'ai un guess pour ça, moi. Vas-y. C'est parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu L'humain sais, n'a dans pas le le choix. sens que pharmaceutique, je veux dire, nous autres, on consomme pas de médicaments pétrolière, alors on a un char, mais je veux dire, il y a de l'électricité, puis on pourrait ne pas avoir de char puis prendre le métro si on habitait à Montréal. Puis là, tu sais quoi, ouais, bancaire, t'as pas le choix, mais tu sais, je veux dire... il y en a qui Encore font là, moins d'argent. bancaire, je suis pas sûr qu'au Zimbabwe, la personne qui est en train de construire son village utilise Visa, là. Non, c'est ça. Peut-être, il y a peut-être un Rona là-bas. Un Rona. Je pense à ce qu'on se disait, ça. Ben, c'est vrai que la bouffe, c'est tout le monde. Fait que ouais, c'est logique. Écoute, juste à faire, là, parce que moi, ça me fait capoter. On voit 7000 milliards. Là, je dis ça de même derrière le micro, là, 7000 milliards. Mais c'est 12 zéros après le 7, là. Ouais, c'est fou. 12 zéros. C'est des Un milliard, c'est 1000 millions. Ouais. Fait que puis là, c'est quoi? C'est 12 000? 7000 milliards. 7000 milliards, ça veut dire que c'est 70 000... Non, c'est 700 000 millions. Ouais. En fait, c'est 7 trilliards, je pense, si je me trompe pas. Ouais, c'est fou. Fait que je te présente la plus grosse industrie planétaire, toute confondue, l'industrie alimentaire. Puis pour se rendre, parce qu'on va s'entendre, là, l'agriculture et tout le monde en a besoin, tu l'as dit tantôt, c'est un besoin primaire de manger, là, c'est un besoin vital. Mais pour se rendre, l'industrie la plus puissante du monde, il faut bien qu'elle ait certains contrôles dans la population et tout. Fait que c'est ça que je veux m'en aller, puis c'est la raison du pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast-là, parce que je veux expliquer le concept de l'ingénierie alimentaire qui a été créé autour de ce système-là pour le rendre numéro 1 mondial. On le voit, le système pharmaceutique prend énormément de place dans le système. Le système bancaire prend de plus en plus de place et énormément, là, toutes les transactions sont prises dans le système bancaire. On voit le système pétrolier, chaque voiture qui roule, hey, c'est de l'industrie puis c'est gros, là, mais l'alimentaire outrepasse tout le monde, puis il y a des stratégies à l'intérieur de ça pour faire en sorte, puis il y a des corporations qui contrôlent ce système-là. Capotant quand tu vois ça. Est-ce que l'industrie des suppléments rentrerait là-dedans? L'industrie alimentaire, probable... Ouais. Parce que, tu sais, dans le dernier podcast, on a parlé de ça, si je me trompe pas, l'industrie était de 170 milliards. Fait que là, alimentaire, c'est quoi? C'est 7000 milliards? 7000 milliards. C'est quand même, tu sais, fait que peut-être que c'est une... probablement que c'est une branche parce que probablement que l'industrie agroalimentaire, ils ont des pharmaceutiques puis ils ont des centres de recherche pour des molécules chimiques, les additifs et tout le kit. Fait que peut-être que l'industrie... Ouais, peut-être. C'est les plantes, mettons, l'herboristerie, ces ouais. là je pense pas que ça fait dans le pharmaceutique, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est intéressant parce que oui, mais il faudrait que j'aille faire mes recherches là-dessus. Mais tout ça pour dire que pour rendre ce système-là numéro 1 mondial, et c'est là que c'est extrême, le point central de tout ça, c'est le sucre. C'est malade, mais il y a eu un chiffre qui s'est fait et cette industrie-là a scalé, elle a explosé en valeur, elle a explosé en revenus à partir d'un certain moment dans le time-lapse. Puis c'est vraiment l'apparition intense du sucre et la normalisation du sucre qui a fait en sorte que ça a explosé et que là, elle a vraiment passé à la première industrie. Parce qu'on va s'entendre, dans le temps de la Première Guerre mondiale, l'alimentaire était important, mais c'était vraiment des cultures en tant que telles. Tu avais un fermier, il faisait du pain, du levain, des choses de même, puis tu mangeais très peu, puis il y avait du monde qui mourait de famine, puis l'alimentation n'était pas numéro 1 mondial. À ce moment-là, après la Première Guerre mondiale, je pense que le pharmaceutique était une des plus grandes industries planétaires, parce qu'ils ont inventé les antidouleurs, les antibiotiques, les choses de même, fait que le besoin était présent, les médicaments pour soigner les troupes. L'alimentation a commencé tranquillement à partir des années 60-70 à vraiment prendre la place et c'est ce qu'on appelle l'industrialisation alimentaire. Et checkez bien ça, gang, OK? Ça me faisait capoter. Voici une étude que des chercheurs de l'Université Princeton ont faite qui est extrêmement intéressante. Dans une expérience, des rats pouvaient choisir entre 2 leviers. L'un leur donnait de la cocaïne à volonté et l'autre de l'eau sucrée, ultra sucrée, concentrée. C'est vraiment un concentré de sucre pur. Le résultat de cette étude, la majorité des rats, environ plus de 80% de tous les rats, ont préféré le sucre à la drogue. Même les rats qui étaient en état d'addiction après avoir beaucoup consommé de cocaïne auparavant. Et moins de 15% des rats ont persisté à choisir la cocaïne malgré l'alternative. Cette étude-là suggère une chose, c'est que chez ces animaux-là, les rats, la récompense, le brain trigger du sucre concentré pouvait surpasser l'attrait d'une drogue extrêmement puissante comme la cocaïne. Quand même débile quand tu vois ça. C'est fou raide. Fait que, tu sais, on le voit sur les rats, mais sur l'humain, encore une fois, il y a beaucoup de comportements associés au sucre. Mais chez l'humain, qu'est-ce que ça fait et pourquoi on n'en parle pas plus? On le sait que le sucre a plein d'effets négatifs sur le corps. On le sait. Ça, c'est dans la société. Je pense pas que tu peux regarder une personne qui prend pas soin d'elle.
penses-tu que le sucre, c'est bon pour ta santé? Je pense pas qu'elle va te dire que oui. Mm. Tu sais, le monde sont conscients. Mais on n'en parle vraiment pas. Puis si on voulait vraiment changer certaines affaires dans certains aspects dans notre système de santé, clairement, on s'attaquerait beaucoup plus au sucre. Mais réellement, là, pas juste des recommandations. On ferait des actions en conséquence de. Les autorités devraient nous protéger de ça. Ah, puis encore une fois, c'est important, c'est de faire la différence entre ça puis le sucre transformé là, qui rajoute. Là, tu regardes des céréales, genre des Nesquik. J'ai rien contre les Nesquik, là, mais je veux dire, tu regardes dedans, puis tu as, mettons, un petit peu de blé avec un peu de glucides là-dedans, puis après ça, le reste, c'est juste du sucre blanc. Là. En majorité. Fait que tu sais, c'est ce sucre-là qu'on parle, c'est lui qui est dégueulasse. Là. Puis les industriels, tantôt, je te montrais des techniques qu'ils ont utilisées pour, on va dire, cacher le sucre. Il y en a plus qu'avant. Le sucre est vraiment plus omniprésent, mais je m'en viens à ce sujet-là. Checkez bien ça. Je trouve tellement ça intéressant comme sujet, mais de comprendre, parce que je le dis tout le temps, là, on parle, dans le fond, à une communauté de personnes qui veulent prendre soin de leur santé, qui veulent avoir une bonne longévité, qui veulent perdre du poids, puis qui veulent avoir de la vitalité. Puis au final, il y a un point qui est à prendre en compte à travers tout ça, c'est plus vous allez élever votre conscience, plus vous allez être capable de maximiser plein de différents aspects dans votre vie. Checkez bien ça, OK? On va parler du point de félicité. C'est Anne-Gaëlle, la première fois qui m'avait parlé de ça. Tu te souviens-tu, Sam? On est allé dans un congrès, puis un moment donné, elle a commencé à nous parler de ça. On était en train de manger, je pense que c'était genre, on est allé dans une place à dessert, puis il y avait de la crème glacée, genre 92 saveurs. On avait des gros banana split, le kit. Puis c'est là qu'elle avait dit, hey, moi, ça va aller me solliciter mon point de félicité. Là, j'étais comme, hein? Ça fait genre 5 ans de ça, ou 4 ans. Là, j'étais comme, hein? Point de félicité. Puis là, j'étais allé lire là-dessus, puis ça s'appelle le Bliss Point aux États-Unis, en anglais. Puis c'est malade. Elle savait, elle, mais très peu de personnes ont déjà entendu parler de ce concept-là. Checkez bien ça. Le Bliss Point a été popularisé par le psychophysicien Howard Moskowitz dans les années 70. Qu'est-ce que ce psychophysicien-là a démontré? C'est qu'il existe une combinaison précise de sucre, de sel, de gras pour maximiser le plaisir neurologique chez une personne. Grâce à ce concept-là, de ce psychophysicien-là, on a vu dans les années 70 des compagnies. Initialement, là, puis ça c'est capotant parce que je suis allé lire l'histoire, puis dans le fond, il y a la compagnie Lay's, initialement dans les années 70, qui voulait réussir à comprendre mieux comment modifier leurs chips, modifier leurs produits pour vraiment faire en sorte qu'ils créent des comportements un peu plus addictifs envers les gens. Puis c'est là qu'ils ont engagé Howard Moskowitz, puis c'est là que ça a commencé. Puis dans le fond, Lay's l'ont engagé pour essayer d'étudier les comportements neurologiques des gens, puis ils ont découvert comment créer un produit parfait qui, dès l'instant que tu en manges, va te ramener tout le temps, ou bien va juste te faire comprendre que tu es dans le plaisir absolu. Et c'est le point de félicité, le bliss Point. Puis grâce à ce concept-là, on a vu dans les années 70, Pepsi développer une liqueur à 45 grammes de sucre précisément, et c'est à ce moment-là qu'on atteint le Bliss Point à la consommation. Et ce qui est capotant, c'est que Pepsi, en fait, je l'avais, là, 627 différentes formules avec plein de différents grammes de sucre, avec des couleurs, avec des bulles, avec des textures, avec un niveau en tant que tel d'eau carbonisée et tout le kit. Ils ont fait 600 plus différentes formules pour trouver la formule ultime qui va automatiquement aller activer le Bliss Point. C'est malade, là. C'est du développement de produits, c'est de la psychologie alimentaire. Lay's, les chips, ont modifié leur recette à partir de ces études-là pour réussir à atteindre le Bliss Point aussi. Kraft a aussi modifié sa recette en Kraft Dinner pour atteindre le Bliss Point. La texture parfaite, le gooey parfait, le son parfait, la couleur parfaite, le goût parfait, vraiment là, le sel, le gras et tout. Et Campbell ont modifié leur recette pour atteindre aussi le Bliss Point. Ça, c'est dans les années 70. C'est des grosses corporations qui valent maintenant des milliards et des milliards de dollars. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'à cette heure, une compagnie, une simple petite compagnie qui veut se starter, une compagnie de, je sais pas moi, produits laitiers ou yogourt ou peu importe quoi, est capable d'aller sécréter ce Bliss Point-là. Mais dans le temps, on n'avait pas nécessairement ces études-là. Ça a commencé dans les années 70. Et toutes ces multinationales-là l'ont introduit une première fois. Et ensuite de ça, ils ont commencé à créer de l'ingénierie comportementale autour de ça. Ils voulaient tout le temps trouver le produit parfait. Et cette phrase-là m'avait marqué. Tu ne choisis pas leurs produits parce que c'est le meilleur, autant au goût ou peu importe quoi. Tu choisis leurs produits parce qu'ils sont moléculairement et chimiquement conçus pour trigger des comportements addictifs. Ouais, inconscient. Inconscient. Les gens sont inconscients. Fait que, tu sais, toi, je pense, Sam, t'en es conscient. Si tu commences à tomber dedans, mettons, t'as un bol de chips à côté de toi, là. Genre, c'est quoi tes chips préférés? Ultime, là. Miss Vicky. Miss Vicky? Fait que t'as un bol de chips Miss Vicky, là. Puis t'enlèves ta conscience alimentaire. Puis t'en manges une, puis que le bol, il reste là tout le long de ton match de hockey. Tu vas-tu être capable de résister? Ben non. C'est sûr que non. Je te dirais que même là, si c'est tough, même être dans ta conscience.
je passe le sac. Là. Fait que c'est tough, même une personne qui est ultra conscient. Mais plus tu es conscient de cette ingénierie comportementale-là, et plus tu es capable de la contrer avec des techniques. C'est ça que je passe mon temps en clinique à apprendre avec des clients. Mais tu ne choisis pas leurs produits parce que c'est les meilleurs. Tu les choisis parce que moléculairement et chimiquement, ils trigger des comportements addictifs. Ce point de félicité-là, cette activation du cerveau-là, l'étude initiale que je t'ai parlé entre le sucre et la cocaïne. Puis tu sais, là, je te parle du sucre et de la cocaïne, mais ils ont découvert dans l'industrie alimentaire, agroalimentaire, que tu peux le faire aussi avec du sel, du gras, du crispy. Tu peux le faire avec différentes choses. Tu sais, je sais que le chocolat, si tu prends un chocolat et que ton chocolat, exemple, un chocolat noir style, il croque, il fond pas, il est un peu moins sucré, il est vraiment amer, ça ne sera pas capable de sécréter le bliss point. Mais si tu prends un chocolat Cadbury style qui te fonce à la langue, que vraiment il est parfaitement sucré, que tu es comme, c'est malade le feeling, ben ça va te trigger probablement le bliss point parce que la molécule a été optimisée pour ça. Il n'y a pas genre un... c'est pas comme un mix de 3 ou 4 affaires précisément, genre. Parce que tu sais, si tu regardes, moi, honnêtement, je pensais, le point de félicité dans ma tête, là, je croyais qu'il y avait un côté croquant là-dedans. Puis là, tu regardes dans une soupe Campbell puis du Kraft Dinner, c'est pas vraiment croquant. Fait que tu sais, il me semble que si je me rappelle, là, moi, j'ai sucre, le sel, le gras, puis la texture que je croyais qui était croquante. Mais là, ce sont les activateurs. Mais c'est quoi la texture? Parce que je veux dire, tu as une texture d'une chip versus un Kraft Dinner puis une soupe Campbell, c'est pas la même affaire. Là. Ben, mettons, tu prends, des Ruffles. Non, peut-être pas des Ruffles. Mettons, tu arrives puis tu t'en vas. Exemple parfait. Tu t'en vas au shop santé. Tu t'en vas te chercher des chips vraiment genre protéinés puis tu te les quittes. Tu penses-tu que la texture a été optimisée, que le goût a été optimisé, que la couleur a été optimisée et tout le kit pour te trigger ton bliss point? Non. Mais qu'est-ce que je dis par bliss point? C'est Lay's ont développé une chip que la croustillance est parfaite, que le ratio gras est parfait. Fait que combien de temps ça va devoir passer dans l'huile? Ben, ça va peut-être être 2 minutes 32 secondes. Tu comprends? Pas 3 minutes. Parce qu'à partir de 3 minutes, le trigger émotionnel au niveau du cerveau est moins puissant. Tu comprends? Okay. Fait qu'ils ont créé la formule parfaite en tant que telle. Ils développent ça. Le point de félicité est le niveau optimal de sucre, de gras ou de sel dans un aliment transformé qui maximise le plaisir gustatif, rendant le produit irrésistible. Mais c'est même pas une question de texture. Seuil scientifique stimule le circuit de la récompense dopamine, provoquant une consommation excessive et une potentielle dépendance. C'est l'équilibre parfait où le goût n'est ni trop ni trop peu intense, créant le plus grand plaisir en bouche. Fait que c'est vraiment une question de goût et non de texture qui est sucre, gras et ou sel. C'est ça. Fait que tu sais, c'est comme je t'ai dit, la chip Lay's, si elle passe 1 minute dedans la friture, la texture est moins intéressante. Elle passe 2 minutes 32 secondes, et wow, c'est extraordinaire. 2 minutes 34 est moins extraordinaire. Fait que ça va aller trigger un bliss point. Mais c'est ça, mais c'est pas une question de texture. C'est ça que je comprends. Je pense que c'est vraiment le goût. Je l'avais lu au niveau de la texture qu'il n'avait aussi. Là. Dans le fond, c'est vraiment une molécule. La molécule est optimisée. Mais peu importe, dans le fond, c'est quoi la texture. Peu importe. Ben, que ça soit une texture croustillante ou une texture... Tant que la texture fit avec le goût, le goût. En tout cas, le plaisir était maximal. L'exemple parfait, c'est le chocolat noir. Moi, je pensais que c'était les chips, justement. Tu sais, l'exemple parfait, le chocolat noir, tu as un fondant chocolat, là, vraiment, il te fond dans la bouche, le sucre, versus un chocolat noir, c'est pas partout pareil. Fait qu'au début, c'était le sucre qui triggerait ça dans les années 70 et les textures. Maintenant, on est rendu dans un autre monde complètement. Check bien ça. À l'épicerie aujourd'hui, 95% de ce qu'on y retrouve est rendu hautement transformé. Optimisé visuellement pour attirer l'œil au premier regard, optimisé pour activer le bliss point. Fait que, honnêtement, là, à peu près 90% des aliments ultra transformés proviennent pratiquement tous des mêmes industriels. Il y a comme 10 grandes compagnies qui contrôlent principalement l'oligopole alimentaire. Puis ces mêmes 10 compagnies-là, ben, t'arrives dans une rangée puis tu te dis, hey, j'ai l'illusion du choix, là, tout est incroyable. J'ai genre 92 sortes de céréales, 92 sortes de biscuits. Ouais, mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a peut-être 3 compagnies totales qui contrôlent cette rangée-là. Mais c'est 3 compagnies qui détiennent 12, 15, 20 compagnies, puis qui vont prendre les mêmes procédés de fabrication, les mêmes procédés de transformation, les mêmes sources d'aliments, mais sous d'autres noms. Fait que comme ça, ils sont capables d'avoir des sous-bannières, des sous-catégories, de cibler différents types de marchés. Il y a du monde qui vont aller chercher les Squares Up extra fibres, puis il y en a d'autres qui vont aller chercher des protein puffs, puis il y en a d'autres qui vont aller chercher... Fait que, mais c'est la même compagnie au final. C'est juste que c'est pas Kraft et après ça Kellogg et après ça, sont toutes... Tu comprends? Tu sais, quand on avait sorti un graphique de ça, c'était-tu Lay's ou Kellogg? C'était Kellogg's en top en haut? Je l'ai juste ici littéralement dans mon webinaire que je suis en train de créer. Mais dans le fond, les oligopoles... Donne-moi une petite seconde, je vais aller te sortir. Pendant que tu cherches là, t'avais raison tantôt parce que regarde...
Point de félicité, niveau de concentration idéal de sucre, de gras, de sel et de texture dans un aliment ultra transformé qui maximise le plaisir, c'est ça. Cette texture souvent caractérisée par un équilibre parfait entre le croustillant, le fondant ou l'onctueux. Incite le cerveau à consommer davantage en créant un besoin irrésistible de répéter l'expérience. C'est vraiment juste le plaisir en bouche est tellement intense, ça sécrète, ça te fait comme des circuits au niveau de la dopamine incroyable, puis t'as le goût d'en reprendre un autre stop. Hey, regarde-moi ça. J'ai ici, je lis le tableau des grandes multinationales. On a Nestlé, qui est Nestlé, la plus grosse compagnie alimentaire, agroalimentaire. Elle détient, écoute, au moins là, un bon 60% de tout ce qu'il y a à l'épicerie. Fait que c'est l'illusion du choix. On croit qu'il y a plein de compagnies, mais je le vois ici, j'ai Nestlé et j'ai à peu près là, 400 compagnies. Écoute, tu as Coffee Crips, tu vas avoir toutes les barres de les céréales, tu vas avoir Bon Matin à l'intérieur, tu vas avoir Nescafé, tu vas avoir... Écoute, ils sont tous là. T'as toutes les crèmes Lassa à l'intérieur, t'as Dasani, la bouteille d'eau. Ils ont 3-4 sortes de bouteilles d'eau. C'est fou. Ouais. Tu vas aller voir après ça Nestlé, PepsiCo, fait que Pepsi, Johnson & Johnson. Tu vas avoir Kellogg, Associated British Food, Mondelez, Mars, Danone, Unilever, Coca-Cola. Puis toutes ces entreprises-là ont été créées fin année 1800. Ça veut dire que ça fait 150 ans quasiment qu'ils runnent dans le marché. Fait que c'est un oligopole. Ils ont pris le contrôle, puis ils ont toutes les compagnies. Coca-Cola est détenu par Pepsi au bout de la ligne? Non. PepsiCo et Coca-Cola, c'est deux compagnies complètement distinctes. Ah, je pensais, OK, parce que c'est genre les deux pires compétiteurs ever. C'est, en fait, les deux pires compétiteurs, mais ils se vendent tout le temps à la même place, tout le temps dans les mêmes stands et les kits. Il y a de la stratégie marketing derrière ça, c'est capotant, mais au final, on pourrait aller encore plus haut que ces compagnies-là. C'est quoi la compagnie de placement, on va dire, les Street... Wall Street, c'est ça? Ouais, c'est quoi qui détient tout ça en action et tout le kit, mais chose certaine, j'ai les multinationales ici, puis c'est vraiment le mot, c'est l'illusion du choix. Fait que quand tu arrives à l'épicerie, tout est transformé, optimisé visuellement, puis c'est les mêmes compagnies. Fait qu'ils le font pour une compagnie, ils comprennent le Bliss Point, ils vont l'activer dans tout. D'où je veux en venir, 95% de tous les aliments ultra transformés à l'épicerie vont maintenant, en 2026, activer le Bliss Point. C'est capotant parce qu'ils sont capables d'aller répliquer ça. Et les produits sont rendus remplis d'additifs chimiques alimentaires pour la conservation, le look, le goût rehaussé, la propriété augmentée, etc. Il y a plein de fonctions de même. Tu parles des épiceries, là, même affaire avec les enfants. Je pense qu'on avait parlé de ça dans un moment donné. Je sais plus si c'est un podcast ou un live. C'est un live. Peut-être un live, là. Mais tu sais, le marketing qui cible les enfants. Puis les enfants, on s'entend, sont assez vulnérables, on va dire ça de même. Très vulnérables. Ils savent pas ce qu'ils font, mais c'est bien correct, ça fait partie de la vie. Là. Puis, tu sais, les produits sont placés à hauteur des yeux, bas des tablettes, fait que ça capte automatiquement l'attention des enfants. Il y a des couleurs, genre bleu, rouge, jaune. Tu ne verras pas une boîte de Netflix, de Nesquik brun. Brun fond, ça va être jaune fluo, là, parce que c'est fucking attirant pour les enfants. Après ça, tu as des mascottes, des animaux, des super-héros, des personnages, genre... il s'appelle-tu Sam, justement, le perroquet de Fruit Loops ou comme ouais, Sam, je pense que c'était lui de Frosted Flakes. Peut-être, là, en tout cas, ou Tiger, genre, ouais. Ou, en tout cas, ils ont des noms, ils ont des, tu sais, c'est full énergique, c'est super beau. Il y a des formes qui sont amusantes, des placements stratégiques. Tu arrives au niveau des cailles. Maintenant, c'est rendu fou, là, quand tu t'en vas. Là, j'ai pas l'épicerie, je vais te dire le Sport Expert, là, puis j'adore le Sport Expert, je vais souvent. Mais tu sais, au Sport Expert, là, quand tu arrives vers la caisse, t'as genre 2 rangées à faire. Ouais, là, le tunnel de vente. Fait que, ben, épicerie, des fois, t'as ça aussi. T'as des, mettons, Winners. Un exemple, quand tu passes au Winners puis t'attends, t'as des barres de chocolat, des barres de ci, puis là t'es là, puis t'as juste ça à faire, attendre puis lire la barre de chocolat. T'apprends. Il y a même des promotions avec des genres de jeux vidéo puis tout, puis tu vois ton bonhomme de jeux vidéo pour favori. Fait que c'est tellement marketing l'alimentation, c'est incroyable. Fait que tu sais, tantôt je suis pas surpris là, quand je t'ai dit que je pensais que pharmaceutique était au top, mais à réfléchir avec toutes les informations que tu donnes puis que je parle là, c'est évident que l'alimentation est au top de ça. Ben, c'est fou. Là. C'est fou, c'est un gros système, puis ils comprennent le comportement humain. C'est de l'ingénierie sociale qu'ils font. Puis checkez bien ça, OK? Je passe dedans le sujet parce que je le trouve extrêmement intéressant. Ça, je l'avais fait dedans un premier webinaire il y a longtemps pour School, puis je l'ai réintroduit à l'intérieur du webinaire là, maintenant. Checkez bien ça. Le time-lapse de l'ère industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis les années 1950? Checkez bien ça, l'évolution de la révolution et de l'industrialisation alimentaire. En 1950, c'est là officiellement que la révolution alimentaire a commencé. On était après-guerre mondiale.
Là, on avait des problèmes parce qu'on avait besoin, un, pour les soldats, mais deux, pour la population aussi, qui voulait commencer à tomber dans un air de paix. On voulait réussir à amener, tu sais, des écoles, construire des villages, faire en sorte que la population ait une espérance de vie plus grande et tout le kit. On tombait dans un état de paix. Donc, on a développé des techniques de conservation. Fait que la mise en conserve a commencé à se faire, la congélation a commencé à se faire et la déshydratation des produits a commencé à se faire aussi. Fait que là, on était capable, tranquillement, pas vite, de « Hey, Colin, OK, on a des fèves. » Ben, nos fèves sont plus bonnes dans 6 jours ou dans une semaine. Ben là, on est capable de les conserver avec des pots. On est capable de les déshydrater. Fait qu'on est capable de les conserver pendant 3 à 6 mois. Alors là, c'est intéressant parce qu'on augmente l'espérance de vie avec ces techniques-là. Fait que ça, c'est 1950. Là, on est loin là, de maintenant. Là. Dans les années 1960 et 70, ça a été le début des additifs chimiques. On a commencé à avoir 5 additifs chimiques approuvés. Ben, en fait, à ce moment-là, il n'y avait même pas besoin d'approbation, je pense. Les nitrites, les sulfites, les colorants, le sirop de glucose et le sodium nitrate. Ils ont toutes leurs propriétés. Généralement, on se rend compte que les nitrites, les sulfites sont très cancérigènes. Le colorant, c'est très cancérigène. Le sirop de glucose, c'est d'être capable de transformer le sucre de canne brute en un sirop extrêmement compact. Fait qu'on était capable de faire des nouvelles textures de recettes de dessert et tout le kit avec ça. Fait qu'on s'entend, là, t'es comme dans la base de la base des bases. Là. Dans les années 1980 et 90, et c'est là qu'il y a eu un boom, direct après les années 70, 150 additifs chimiques alimentaires ont été approuvés par Santé Canada. Hey, on est passé de 5 en 70 à 150 en 80. Il y a eu un gros boom là-dessus. Je prends une minute de ton temps pour te parler de quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a créé un programme, Samuel et moi, en ligne qu'on a développé à partir de tout ce qu'on partage dans ce podcast-là. La méthode Phoenix, c'est un système qu'on a créé, Samuel et moi, pour t'aider à reprendre le contrôle de ton alimentation sans être dans la restriction. On te montre comment structurer tes repas, comprendre tes propres signaux et arrêter de recommencer à zéro tout le temps. L'objectif, c'est que tu saches quoi faire concrètement dans la vraie vie. C'est une méthode qui est simple, applicable, durable et que tu vas pouvoir adapter avec ta famille. Aussi, pour ceux qui veulent accompagner leur processus avec des suppléments de haute qualité, on travaille avec la compagnie québécoise ATP Lab. Leurs produits sont testés et fabriqués selon des standards très élevés et chaque lot est contrôlé avant d'arriver sur le marché. Tous les liens pour te procurer la méthode Phoenix, la formation sur la perte de poids durable et les suppléments ATP Lab sont dans la description du podcast. Merci beaucoup de ton écoute. On revient à l'épisode. Crois-tu qu'il y a un lien sur le fait que, tu sais, dont je t'écoute parler de ça, puis ça a l'air un peu diabolique quand tu vois ça de même, là. Mais d'un autre côté, crois-tu que t'es comme pas que t'es obligé, mais avec tout, il y a tellement de monde sur la terre, genre il y a tellement de monde qui manque de bouffe à des places que, tu sais, justement, tu veux faire livrer de la bouffe dans un pays qui sont ultra pauvres puis qui en ont pas, genre Cuba, là, on va dire cet exemple-là, là. Ben, t'as pas le choix là, qu'il y ait un additif dedans pour le conserver, genre. Mais là, le problème, c'est que, tu sais, ça, c'est un point de vue, ok, c'est logique, on peut leur chipper de la bouffe, au moins c'est conservé, ils vont manger, c'est pas l'optimal, mais au moins ils vont manger quelque chose. Mais le problème, c'est quand t'en mets partout, tu sais, c'est là un peu. C'est comme si le principe est logique, mais ça a tellement débordé, puis ça fait faire du cash, man. Fait que là, après ça, ça continue. Mais vois-tu une logique derrière ça un peu? Ben oui, définitivement. Puis c'est correct parce qu'en même temps, d'amener un aliment à être capable d'être sur une tablette pendant 2 ans, si c'est pas nocif pour la santé, c'est une révolution incroyable. Voilà, ouais. D'être capable de faire en sorte que ton aliment, tu puisses le congeler, le décongeler, puis qu'il soit encore fonctionnel et utilisable et consommable. C'est phénoménal comme avancement. Fait que oui, il y a des avancements, puis il y a des additifs chimiques que demain matin, là, si genre, sur les 150 qui ont été approuvés dans les années 80-90, il y en avait peut-être 50-60 que là, tu te disais, waouh, ça c'est de l'invention qui va changer l'histoire de l'humanité. Puis il y en avait peut-être 100 là-dessus, que c'était comme, ouais, ok, eux autres sont encore en étude parce que c'est juste pour du plaisir et de la vente. Là. C'est ça, ouais, exact. Mais ça fait des milliards et des milliards, puis l'industrie alimentaire n'était pas encore la plus grande industrie planétaire à ce moment-là. Fait que c'est ça. Dans les années 1980-90, 150 additifs chimiques alimentaires approuvés par Santé Canada. Là, on commençait à avoir vraiment une nomenclature qui était assez épeurante. Là. Puis il y a des produits, puis ça, je tiens à le dire parce que je le dis à la fin, on a des études. Puis ça, là, écoute, j'aime ça répliquer à une personne qui me dit « Ah, le sucralose, l'aspartame, c'est pas nocif, il faudrait que tu en prennes une quantité phénoménale. » On a les études, généralement, où on a les effets sur le corps dans les 10 à 20 années suivant la consommation à long terme. Ça veut dire qu'on a le court et moyen terme de les effets que ça va faire sur notre santé, mais on a rarement les effets sur 30, 40, 50 ans. 50 ans, on n'a pratiquement jamais les effets. Fait qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça va avoir comme effet, le sucralose ou le stevia ou tout le kit, dans 50 ans sur nos futures générations, sur l'embryon, sur tout le kit. C'est tout le temps aussi une question de...
Quantité. Ben, quantité, mais on va dire constance. C'est dans le sens que tu prends du sucralose pendant 2 semaines, tu ne verras jamais. Mais si tu prends du sucralose non-stop, en grosse quantité, pendant les 50 prochaines années, mais là, c'est là, comme tu dis, ça fait 20 ans que c'est là, dans 50 ans, tu sais pas ce que ça va faire. C'est jamais arrivé, tu peux pas le savoir. Exactement. Puis c'est là, dans le fond, que dans les années 80-90, qu'il y a eu les 150 additifs, que je résume. Investissement publicitaire massif des multinationales, et c'est là que le scaling a commencé. Dans les années 80-90, les compagnies, au niveau mondial, ont commencé vraiment l'ingénierie comportementale. Et là, chaque comportement humain était rendu étudié pour amener l'humain à tout le temps tomber dans la dépendance de ce système-là et de faire en sorte que la sécrétion de dopamine soit omniprésente. Les McDonald's de ce monde ont optimisé leur processus. Pourquoi? Je te donne un bel exemple ici. McDonald's, quand tu t'en vas là-bas, là, tu manges le Big Mac. De un, le Big Mac ou les burgers ne sont pas optimisés au niveau du Bliss Point. Ils ne sont pas capables d'aller activer le Bliss Point avec des hamburgers et des choses de même. Ça se fait pas. Pourquoi? Parce que probablement que la formule est juste impossible. Tu sais, c'est un mélange de gras, de pain, de tout le kit, mais si tu prenais juste, admettons, je sais pas moi, je pense qu'il y a une viande qui peut activer vraiment un Bliss Point. C'est comme le bœuf Wagyu, là, ultra gras. C'est comme du 60-70% de gras. C'est extrêmement dense, super goûteux. Fait que t'es vraiment, vraiment super activé. Puis tu te sens, en plus, t'as comme, je sais pas comment je pourrais dire, t'as l'expérience du fait que ton steak te coûte 300$. Fait que tu sais, ça t'active vraiment des triggers au niveau du cerveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que les restaurations de fast-food, tu vas mettre des frites qui ont des textures spécifiques et tout les kits. Ils n'ont toutes pas la même texture. C'est là que je me dis, ils n'ont probablement pas atteint le Bliss Point avec ça. Ils n'ont toutes pas les mêmes genres de frites non plus. Sinon, tu aurais quelque chose de normalisé dans toutes les places. Mais en même temps, si exemple, tu regardes une Kit Kat versus une Coffee Crisp, ils sont pas la même texture, mais ils ont quand même le Bliss Point. Ils ont probablement les mêmes genres de quantités de grammes de sucre, probablement les mêmes types d'ingrédients tout le temps, puis en même temps... Mais c'est ça, de ce que je pouvais voir, c'est très... Le point de félicité, là, on va le dire en français. C'est très variable. Ouais, c'est ça. C'est pas juste de dire c'est telle texture ou telle affaire, c'est que tout ensemble te donne telle affaire. Mais tu peux avoir deux produits complètement différents, avec des doses de sucre et de gras complètement différents, mais qui ont le plaisir en bouche incroyable, puis les deux pour atteindre le point de félicité. En fait, l'exemple parfait là, que je pourrais te donner ici, là, qui me vient à la tête, c'est, tu sais, quand on a commencé initialement, là, nos services ultimes avec nos clients, là, on était à domicile de 1, déjà là, c'était pas optimal. De 2, nos ouvertures de dossiers duraient 3h30, genre, puis on posait énormément de questions que maintenant, on n'a plus besoin de poser. Là, on transpose ça à 8 ans plus tard. Là, on est rendu dans un système qui est quasiment, il n'y a pratiquement plus de failles. On le voit avec nos clients, c'est super fluide, ils ont hâte à la prochaine rencontre, ils sont triggered dans les émotions, ils ont du plaisir, ils ont des résultats, on sait précisément comment leur corps va réagir, on sait précisément comment ajuster. Pourquoi? Parce que de 0 année d'expérience à 8-10 ans d'expérience avec des clients, de 0 client d'expérience à 4000 clients d'expérience, on est rendu complètement ailleurs. On a optimisé le processus, puis on a optimisé tout le tunnel de ce que le client va passer à travers. Eux autres, c'est un peu la même affaire. Lay's, dans les années 1910, probablement que leur chip, c'était de la scrap. Là. Tu mangeais ça, puis personne ne mangeait ça sur un web table, t'es comme, c'est quoi ça? Mais là, dans les années 70-80, ils ont découvert le concept même du Bliss Point. Dans les années 80-90, ils ont développé des produits qui sont tout le temps en train de te trigger le Bliss Point. Tu comprends? Mais ces produits-là, c'est des chips qui sont au niveau maximal en termes d'optimisation, de texture, de goût, de sel, de gras, c'est ça le Bliss Point. Fait que, est-ce que Lay's l'ont développé? Oui. Est-ce que Doritos ont pu le développer avec une autre type de texture, avec d'autres types d'épices et tout? Absolument. Fait que les compagnies overall, en 2026, activent le Bliss Point pratiquement dans tout ce que tu manges. C'est fou. Si on regarde dans les années 2000 à 2010, là on avance encore, 400 additifs chimiques alimentaires approuvés par Santé Canada. Ça veut dire qu'il y a 12-15 ans, là, 400 additifs chimiques. Production alimentaire de masse à l'international. Fait que là, on distribuait notre nourriture partout. Et là, c'est là que les mégalopoles ont commencé à se faire. Des gros Mondelez, des gros PepsiCo et tout le kit pouvaient commencer à trimballer ça à la grandeur de la planète. Des techniques de conservation ultra prolongées. Ça, j'avais trouvé ça intéressant. Les techniques ultra prolongées, il y a plein de techniques. Mais tu sais, à cette heure-là, je donne l'exemple des petits gâteaux vachons ou des petits gâteaux suisses. Tu mets ça sur une tablette là, dans une épicerie. Là, tu peux ne pas en vendre pendant 1 an et demi de temps. Puis ils vont être encore bons après 1 an et demi. Là. C'est une des choses les plus rentables que tu peux mettre là.
C'est fou, là. C'est quoi ton exemple là-dessus? T'avais eu ton Ben, père? Non, c'est mon oncle. Ton Mais je pense que je oncle, l'ai déjà compté dans un autre podcast. Il me Ben, semble. vas-y rapide. Un moment donné, on était dans le temps des fêtes, puis moi, dans le fond, on avait un chalet à Chibougamau anciennement quand on était jeune, fait qu'on montait... Ouais, tu l'avais déjà compté. Ouais, on montait une vingtaine, une trentaine dans notre famille. On se ramassait une trentaine autour de la table. Puis mon oncle, lui, il tenait un dépanneur central à Chibougamau. Puis tu sais, il n'avait pas beaucoup de dépanneurs à Chibougamau. Il en avait genre 2-3, là. Puis un moment donné, il arrive, puis en plein milieu, là, tu sais, c'était comme 2 jours avant Noël ou peu importe quoi. Il y avait eu une conférence des laboratoires Vachon ou ben des industriels Vachon, là. Puis, ce qui était capotant, c'est qu'il revient, il vient nous voir et il dit « Hey là, je capote, là, on vient d'avoir une nouvelle. Ils ont mis un petit gaz à l'intérieur du petit sac de plastique. Puis dans le fond, les gâteaux de Joe Louis, avant, là, c'était 3 mois ces tablettes, puis ils périmaient. Mais là, on va être capable de les mettre pendant 1 an et demi à 2 ans, monsieur. Puis c'est quoi le chiffre? Genre, c'était 4 fois plus long. Puis là, il avait dit, ils ont juste pris un petit gaz qu'ils ont mis à l'intérieur, puis ça empêche le vieillissement du produit. Là, lui, il était comme, je vais faire du cash, là, mon gars, là, j'ai plus de pertes. Mais tout le monde dans notre famille, je me souviens, là, on était une trentaine, qui était comme, what the fuck? Tu sais, quand tu réfléchis à ça, tu te dis, OK, je comprends que tu vas faire du profit, tu n'auras plus de pertes. Mais d'un autre côté, nous, on est comme, c'est quoi le gaz? C'est quoi cette affaire-là qui fait en sorte que ça vieillit plus, puis que ça pousse plus, puis que ça, il n'y a plus de bactéries qui peuvent vivre là-dedans? Spécial. C'était ça un peu, c'était capotant. Ben, tu sais, justement, check. Tu t'en vas à l'épicerie, là, t'achètes une canette de Coke, elle va te coûter moins cher qu'une bouteille d'eau embouteillée locale. Ta canette de Coke, elle vient pas du Québec, là, ou peut-être, mais elle vient pas de Trois-Rivières, de l'épicerie que tu l'achètes. Ton eau, elle peut venir de n'importe où, mais ta canette de Coke, tu vas payer moins cher, pareil, mais il n'y a pas juste de l'eau dedans. C'est fou, hein? Ils rajoutent des affaires, puis c'est quand même moins cher, puis ça vient de l'extérieur. Après ça, tu vas acheter un riz basmati, souvent moins cher qu'une céréale locale. Tu vas chercher du blé, ou bien n'importe quoi que tu vas prendre ici, ça va te coûter plus cher que du riz qui est importé genre de l'Inde ou de la Thaïlande. Si tu achètes des crevettes d'élevage asiatique, sont moins chères que des crevettes pêchées localement. Incroyable. Faut qu'ils viennent en avion puis tout le kit. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ça? Ben, industrialisation à grande échelle, les coûts de transport maritime, il y a tellement de bouffe qui est transportée que genre ça coûte moins cher. Il y a des subventions aussi, énormément. Ça, énormément, mais tu l'as dit. C'est vraiment fou, les coûts de transformation, puis c'est le fait que tes crevettes, quand tu le prends du petit maraîcher, en tout cas, du gars du coin, Ouais. tu le prends du gars du coin, ton crabe, il est plus bon dans littéralement, genre 5 jours, ça pue. C'est ça, exact. Mais le crabe que tu as pris de Thaïlande, qui est arrivé dans un sac surgelé avec des agents de conservation, trempé dans un gaz, c'est fou, là, mais ça périme pas. Cette affaire-là, tu l'as encore 6 mois plus tard, ces tablettes. Ouais. Puis checkez bien ça. Dans les années 2020-2030, et là, on transpose dans ce qui s'en vient dans les 3 prochaines années. Là. On est dans l'ère, et c'est déjà commencé, et on est déjà avancé dedans. L'ère bio-industrielle et techno-nutritionnelle. Juste là, tu le vois, il y a pas mal de AI, pas mal de technologie là-dedans. Actuellement, au Canada, on a 460 additifs chimiques alimentaires approuvés. Fait que tu sais, t'arrives là, puis toi, t'es un nouveau constructeur de yogourt. Puis là, tu te dis, ouais, moi, je veux faire du yogourt, puis je veux faire un bon yogourt grec et tout le kit. Fait que là, moi, j'aimerais ça que mon yogourt ait pas de sucre, qu'il ait full extra saveur, qu'il ait une texture parfaite, qu'il puisse être sans gras, qu'il soit sans lactose, puis je voudrais que ce yogourt-là soit jaune. Fait que là, tu regardes tous les additifs qui sont permis. Tu en as 460 avec lesquels tu peux t'amuser. Il y en a qui fit dedans un yogourt mieux que d'autres. Il y en a qui vont vraiment être spécifiques à du yogourt plus que d'autres. Mais là, c'est là que tu te dis, si je veux pas que mon yogourt soit santé, mais qui représente, on va dire, le yogourt parfait marketing, tu es capable d'aller dans des additifs chimiques puis de faire un yogourt jaune qui va se conserver pendant des mois et des mois, qui va jamais sentir, qui perdra pas son eau, qui va être à parfaite texture et tout le kit. C'est capotant là, quand tu penses à ça. On est rendu, le deuxième, avec des viandes cultivées en laboratoire. Hein? C'est quoi ça? On appelle ça la synthétisation de cellules musculaires animales. C'est pas partout approuvé encore, mais ça a été approuvé par notre bon vieux premier ministre au Canada et ça va arriver en 2027 au Canada. Ça veut dire qu'à partir de 2027, on va commencer à avoir de la viande animale cultivée en laboratoire, ce qui veut dire que c'est fait par imprimante 3D. Et ça va être des tissus, on va dire, des tissus organiques que tu peux consommer, comme, mettons, fait à base de soya, de levure, de choses de même et de kit. Puis dans le fond, ils vont être capables d'aller mimiquer le goût du steak, la texture du steak, le sang du steak. Puis toi, tu penses que tu vas manger un steak là-dedans. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va faire en sorte qu'on va pouvoir manger des protéines animales ou des choses qui ressemblent à ça, mais à très moindre coût. Fait que ça va vraiment diminuer, 1, l'impact carbone, puis 2, le coût. Fait qu'honnêtement, c'est dégueulasse,
mais ça peut être une solution pour sauver la planète, on va dire. Utilisation du système CRISPR, C-R-I-S-P-R, dans l'agriculture. Et ça, on appelle ça la modification génomique des animaux. Et le système CRISPR, c'est probablement une des plus grandes avancées et une des choses qui va amener l'humain à vivre éternellement ou à vivre très vieux et avec le moins de maladies possible. Puis dans le fond, le concept de modification génomique des animaux, juste pour expliquer ce concept-là, c'est simple. C'est qu'on a un ADN. Notre ADN, il y a plein de notes à l'intérieur, des génomes en tant que tel, les gènes. Puis dans notre ADN, tout au long de notre vie, on vient à, on va dire, briser cet ADN-là, à le perturber, à rentrer des toxines, à faire en sorte qu'il y ait de la corruption dans cet ADN-là, et les cellules se multiplient. Ça veut dire que si, exemple, moi j'ai 32 millions de gènes dans mon ADN, puis qu'il y en a peut-être un 50 000 qui commencent à être défaillants, puis là, hop, je perds mes cheveux, puis là, hop, j'ai les cheveux blancs ou de la barbe blanche, puis là, hop, la peau vieillit, puis là, tranquillement, hop, OK, il commence à avoir telle problématique de santé. Ben, le principe même de CRISPR dans les 5-10 prochaines années, c'est la retranscription génomique. Ça veut dire qu'on va prendre de l'ARN, on va être capable d'aller l'implanter à l'intérieur de ton génome, de changer une note qui est défectueuse, de la remplacer par une note synthétique qui va être fonctionnelle. Et là, whoop, le corps se remet en marche. Puis là, on est capable de ralentir le processus de vieillissement cellulaire, le processus de perte de cheveux, le processus de, on va dire, blanchiment et tout le kit. Mais là, ça, en ce moment, c'est testé et utilisé dans les animaux. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que l'ère industrielle, on va prendre une vache et cette vache-là, en tant que telle, va pouvoir pousser, grandir plus. On va modifier en tant que telle son ADN pour être capable de dire, hey, elle est supposée d'avoir 500 kg maximum. Là, elle va pouvoir popper un 700 kg maximum. Elle va être résistante aux antibiotiques. Elle va être résistante à ça. Elle va être pas résistante. Elle va être sensible aux antibiotiques. Elle va être sensible à telle affaire. Fait qu'on joue à jouer à Dieu, on va dire. C'est possible, mettons, d'implanter quelque chose dans mon chat pour faire en sorte qu'il dort la nuit, mais qu'il ça va être possible plus tard. Tu vas arriver chez le vétérinaire dans genre en 2050, là, tu vas montrer ton chat, tu vas dire répare-moi ça, il va faire une injection, ça va modifier son code d'ADN, puis voilà, ça va être fait. Mais écoute, là, on pourra en parler pendant longtemps de la science du futur parce que je suis beaucoup ça. Puis le docteur Sinclair, le docteur Hyman, c'est deux grands spécialistes qui suivent vraiment puis qui développent le système CRISPR. Puis Tony Robbins, dedans un de ses livres qui s'appelle Force de vie, il parle vraiment de toutes les avancées du futur dans le domaine de la santé, de la médecine et tout. Il a parlé du système CRISPR pendant environ 3 chapitres en ligne, puis c'est vraiment là-dedans que l'avenir s'en va. La modification de l'ARN, on le veut un peu avec la pandémie puis tout le kit, ce qui s'est passé, mais le système ARN messager et CRISPR, vraiment intéressant pour beaucoup d'aspects, si c'est bien utilisé, si c'est bien fait. Mais c'était peurant quand même parce qu'on joue un petit peu à Dieu. Et le dernier, c'est la prédiction des comportements d'achat et de consommation via l'intelligence artificielle. C'est capotant quand même. Fait que là, c'est plus juste les industriels qui ont des notes sur un pad de « Hey, si on met du sucre dedans les trios Big Mac, puis qu'on décide de mettre, admettons, de la liqueur gratuite. » Ou genre, le trio, là, tu prends, mettons, ton hamburger avec ton frite, il te coûte 12$. Mais si tu prends hamburger frite plus liqueur, il coûte 7$. Fait que comportementalement, les gens se croient stupides de prendre juste les deux. Ils vont prendre la liqueur avec, ça leur coûte 5$ de moins. Mais en plus de ça, parce qu'il y a du sucre dedans la liqueur, on trigger leur bliss point. Fait que là, ils vont revenir plus souvent, puis ils vont être trigger à créer des comportements de vouloir venir. C'est malade quand tu penses à ça, là. Mais ça, avant, c'était écrit sur un pad. Là, à cette heure, c'est l'intelligence artificielle développe lui-même ses propres connexions, puis tu arrives, puis toi, tu es une compagnie de chaussures, puis tu te dis comment créer une expérience ultime pour faire en sorte que les personnes se sentent extraordinairement bien en venant dans mon magasin, magasiner pour un coton ouaté à 600$. Ben, c'est là que l'intelligence artificielle, puis justement les comportements d'achat et de consommation vont rentrer en compte. Toi, on avait parlé à un moment de la vanille, là. T'en rappelles? Moi, j'emmène en clinique. C'est con. OK, je donne. Tu sais, on travaille beaucoup la PNL, la psychologie. Moi, puis ça me veut pas, on n'arrête pas d'apprendre 1 million d'affaires. Là. Juste ça nous a demandé plein de recherches. Puis Louis Vuitton. Louis Vuitton va mettre tout le temps un arôme de vanille. Fait que quand tu vas chez Louis Vuitton, il y a une expérience, mais la vanille en tant que telle va avoir un comportement, va faire changer un petit peu tes vibrations neuronales, puis tu vas vraiment être plus en confiance. C'est une odeur qui est familière un peu plus au gâteau et tout le kit. Fait que tu penses plus beaucoup zen aussi, plus zen et tout le kit. Puis généralement, ça va, dès l'instant qu'une femme est dans un magasin et qu'elle va sentir l'odeur de la vanille, elle va être plus propice à vouloir investir ou acheter. C'est débile. Fait que là, je viens de donner notre secret, mais des fois, nous autres, on a un petit parfum vanille, puis on met ça des fois, mais c'est vraiment juste parce qu'on avait déjà lu ça. Ça sent bon aussi. Ça sent bon aussi, là. Ouais. Ben, vas-y. Qu'est-ce que t'as Non. OK. Tu sais, on parlait de l'industrialisation de la kit. Là, je vais faire un lien parce que tantôt, on parlait de plein d'affaires là-dedans. Là, tu parlais des additifs qui ont été achetés et tout. T'en rappelles-tu un peu? Ben oui, là, le Roundup, tu sais c'est quoi? Là? Ben oui. Check bien ça.
En 2018, on avait parlé, je pense que tu avais écrit ça dans le webinaire que tu avais monté sur ça dans le temps, tu sais, l'espèce de webinaire qu'on avait monté pendant la COVID, là, qu'on n'a jamais fini. Ouais. Ben, en 2018, Bayer achète Monsanto pour environ 63 milliards US. Okay, c'est quand même énorme. Monsanto, c'est la compagnie qui ont créé le Roundup, là, qui est un pesticide. Ouais. C'est eux autres, dans le fond, qui créent les OGM et les pesticides. Je pense que c'est un herbicide. Monsanto est le fabricant du Roundup, qui est du glyphosate, et un géant des semences agricoles. Bayer n'est pas seulement pharmaceutique, le groupe possède aussi une division agricole. Mais check bien ça. Après l'acquisition, Bayer hérite de milliers de poursuites liées au Roundup et verse des milliards en règlement. Hey, ça coûte de l'argent. Là. L'action Bayer chute fortement après l'achat. Image paradoxale, une entreprise qui fabrique des médicaments pour traiter le cancer achète un produit accusé d'être cancérogène. Oh shit, ok. Tu sais, quand tu parles de l'intérêt. Puis ils ont eu plein. Ça a sorti ça aussi, il me semble que c'était Bayer qui avait payé des scientifiques pour faire accroire tel. Je pense que c'était sur ça, justement, c'était sur l'affaire du Roundup. C'est incroyable. Là. Ah, c'est bien. C'est ça. Ça a toujours été. Tu sais, je pense que tout le monde peut s'entendre, tout le monde qui écoute le podcast, que c'est sûr qu'il y a des enveloppes, puis c'est sûr qu'il y a des mallettes qui se font trimballer de temps en temps. Là. Moi, c'est quand tu regardes les 460 additifs chimiques alimentaires, il y en a là-dedans là, que tu as littéralement accès avec Yuka d'aller voir les définitions, puis tu as une tonne. Écoute, Yuka, là, ça me faisait capoter. Monoédiglycéride d'acide gras. Tu cliques là-dessus, tu as genre, ça défile. Tu as au moins une vingtaine d'études prouvant que c'est extrêmement nocif, potentiellement cancérigène, un neurotoxique et tout le kit, mais c'est dans 70% des produits dans l'industrie. Mais pourquoi c'est approuvé? Ah, ben c'est parce que c'est des grosses quantités, que ça a été prouvé dans les études. Mais pourquoi c'est approuvé? Tu sais, à la base, si c'est possiblement très... Il y a aussi des études qui sont financées par ces industries-là. Oui, il y a ça aussi derrière. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y a une mallette qui dit « Hey, check ça, on a un plan de match. » Si on met le monoédiglycéride d'acide gras, cette industrie-là fait 1000 milliards de plus. On t'en donne 30 milliards ou 300 milliards. Puis tu partages. Tu sais, je sais pas, là, mais je transpose. Là. Je dis mon opinion. Mais c'est sûr. Donc, on peut... Jay, je donne le trou. Là, j'étais avec deux de mes amis, puis je pense que c'était l'été passé. Puis il y en a un des deux qui a acheté un biscuit. Genre, tu sais, des fois, les épiceries font leur propre biscuit. Là. Ben, t'as comme pas d'emballage, c'est juste emballé dans un genre de saran wrap. Là. Puis t'as juste comme les ingrédients en arrière, t'as même pas de valeur nutritive, je pense, dessus, si je me trompe pas. Là. Okay. Puis c'est juste un biscuit que t'achètes, ça coûte 2$, c'est le coin de... Vincent, il est allé à UGA, il a ramené un biscuit. Puis là, on checkait les additifs. Puis il y en a un, c'était mettons, le 22e, c'était du dioxyde de titane. Là, j'étais comme, j'ai aucune crise de c'est quoi du dioxyde de titane, tu sais. Puis là, on est allé voir un peu qu'est-ce que ça faisait. Tu sais, c'est quelque chose qui va changer au niveau de la beauté, genre la couleur, mettons, du produit. Je pense parce qu'il y avait des M&M dans le biscuit. Puis c'était des M&M en enfant. Probablement que ça allait déteindre ou de quoi de même. Là, il y a un de mes amis qui a dit il dit, me semble, je vois les scientifiques arriver. Je suis comme, me semble, ça manque de dioxyde de titane. C'est comme, c'est qui détermine ça, man? À quel point il y a des produits là-dedans? Ça m'avait juste fait rire, là. C'est comme, est-ce qu'il y a des cochonneries, man? Ah, c'est fou, mais ce biscuit-là, clairement, il est pas fait là-bas, là. C'est pas le jeune qui est en train de faire un biscuit puis qui a décidé non, mais puis tu sais, dis-toi, la compagnie, ou là, je sais pas c'est qui fait ça, là, probablement pas l'IGA, là, mais qui mettent ça dedans. Mais le dioxyde, mettons une compagnie qui veut mettre du dioxyde de titane pour changer l'apparence du produit qui a l'air meilleur, elle paye pour du dioxyde de titane. On s'entend? Fait qu'elle paye, puis ça doit coûter fuck all, on s'entend, mais elle paye pour ça en sachant que si elle met ça là-dedans, tu vas le trouver plus beau, tu vas l'acheter plus. Donc, ils ont fait le pour et le contre de dire, OK, si je mets ça, tu vas en acheter plus. Donc, même si j'investis pour avoir du dioxyde de titane, je vais rapporter plus. Puis après ça, telle affaire, puis là, ils investissent plein de petites cochonneries de même. Il y a quelqu'un qui pense à mettre du dioxyde. Ben, c'est là qu'il y a des... C'est hallucinant. C'est là que vraiment, c'est encore une fois, ça revient au bliss point. C'est tout le temps comment optimiser une molécule. Fait que tu sais, ton biscuit, là, dans le temps, là, dans les années 60-70, là, il était sur le coin de la table, il déteignait, il était laid, puis il se mangeait, puis il goûtait la même affaire. Ouais. Mais là, l'affaire, c'est il se conservait 2 jours avant qu'il commence à avoir des petits champignons, des petites mousses dessus, puis des petites mouches. Puis là, il peut être dedans le plateau pendant 6 mois. Puis les M&M, ils déteignent plus, là. Ils restent tels quels, sont frais. Tout le temps parfait, sont shiny, même te regardent, puis ils disent mange-moi. Tu sais, c'est carrément ça. Fait qu'on vit dans un monde complètement ailleurs. Hey, on bifurque. C'est parfait, j'adore ça, c'est une bonne conversation. Fait qu'on peut constater qu'il y a eu un gros pivot industriel massif à partir de 1970, aussitôt qu'on a commencé à développer les premiers additifs chimiques alimentaires. C'est capotant, mais tu sais, dans les années 70, 5 additifs.
On est rendu 55 ans plus tard, on est à 460 additifs. Hey, 460 produits chimiques, c'est malade, là. Quel humain normal, genre un professeur ou ben un infirmier va se dire « Hey, je vais aller voir dans la Food and Drug Administration, je vais aller voir tout l'index de tous les additifs, puis je vais les lire un par un pour m'informer sur qu'est-ce qui se passe dans ma santé. » C'est malade, là. Checkez bien, ça, écoute, on continue d'aller dans le trou du lapin, là, on continue de descendre. Il y a eu, dans le fond, à partir des années 70, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Okay? Checkez bien ça, je trouve ça intéressant. Puis je pense que je l'ai déjà compté encore une fois dans un ancien live. Dans les années 70, on a commencé à avoir des additifs. La restauration rapide est aussi apparue et là, on a commencé, comme tantôt j'ai spécifié, à propager les liqueurs à l'international, propager les fast-foods à l'international, propager les aliments ultra-transformés à l'international. Et là, on a commencé à voir des gens prendre du poids, devenir plus sédentaires, manger plus d'additifs sans nécessairement savoir c'est quoi les effets sur le moyen long terme sur la santé métabolique. Et on a commencé à avoir dans les années 70 une courbe de décès associée aux maladies cardiaques exploser. Puis là, les scientifiques se sont posé la question, Colin, pourquoi le monde meurt d'une crise de cœur? Puis ils se rendaient compte que la population était un petit peu plus grasse, mais pas tant. Mais les gens mouraient du cœur. Puis check bien ça, parce qu'il y avait peu d'études dans le temps, là. Il y avait une chose qui était en commun avec les personnes qui mouraient d'une crise de cœur. Selon toi, c'était quoi, Sam? Je l'ai, fait que je te le dis. Le cholestérol. Fait que le cholestérol, il était plus élevé chez toutes les personnes qui mouraient du cœur ou bien qui avaient des problématiques. Puis, by the way, la maladie du cœur dans les années 70-80, c'était rendu la première cause mondiale. Je pense que là, le diabète est en train de prendre le devant et le cancer est en train de prendre le devant aussi. Fait que, après ça, il a commencé à avoir la guerre ultime envers les gras trans. Le gras, overall, les lipides, ont eu une très mauvaise polémique puis ils se sont fait démoniser complètement. Et qu'est-ce qui se passe dans l'alimentation si le gouvernement, les études, Harvard de ce monde et toutes les grosses corporations disent le gras, c'est l'ennemi? Bien, à ce moment-là, la population va commencer à l'écouter parce que c'est des recommandations officielles. Et là, il va y avoir l'ascension de quelque chose d'autre, le sucre. Fait que les glucides, dans l'alimentation, le sucre a commencé à augmenter drastiquement. Et dans les années 70-80, les nouvelles recommandations gouvernementales, c'était on va manger l'équivalent d'environ 5 à 7 portions de pâtes et féculents par jour, de 3 à 5 fruits. Je pense que c'était comme 5 légumes par jour. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Plus que 50 à 70% de toute l'alimentation de l'Américain et du Canadien était riche en glucides. Fait qu'on mangeait des pâtes, du pain, des pâtes. Écoute, c'était fou comment on en mangeait. Et checkez bien ça. Moi, ça me fait capoter les affaires de même. Voici les statistiques officielles aujourd'hui. Au niveau du diabète, en 1970, 2 à 3% de la population canadienne était touchée par le diabète. En 1990, 4 à 5% de la population. Et en 2025, aujourd'hui, près de 10% de la population. Ça veut dire de 3% en 70, 5% en 90 et 10% en 2025. Et désolé, mais ça ne s'en va pas en diminuant. Cancer. En 1970 au Canada, moins de 1% de la population était atteinte d'un cancer. Mais le taux de décès était plus grand par contre parce qu'on n'avait pas de traitement, on n'avait pas de science derrière ça. En 1990, environ 1,5% de la population avait développé un cancer. En 2026, près de 3% de la population sont touchés par un cancer. Hey, ça a doublé depuis les 30 dernières années. C'est malade. Obésité, ça c'est je pense le plus important. En 1970, 14% de la population était obèse. Et là, on ne parle pas de surpoids pondéré. Là. Obésité. Si je ne me trompe pas, c'est au-dessus de 30 d'IMC. 30 IMC, l'obésité, dans le fond, tu parles? Ouais, c'est ça. Puis j'avais déjà sorti les stats. En termes de surpoids, on parle pas... Dans le fond, il y a plusieurs catégories. Il y a le poids santé, il y a le surpoids pondéré, l'obésité morbide, l'obésité trimorbide et le super obèse. Le surpoids, c'est juste avant le surpoids pondéré et l'obésité. En surpoids, on est à peu près à 50% dans la population. Fait que les gens pensent qu'ils sont à leur poids santé, mais réellement, ils sont en surpoids. Fait que checkez bien ça. Obésité, 1970, 14%. 1990, 15% de la population. 2026, 31%. Hey, une personne sur 3 est en obésité. Puis on n'est pas aux États-Unis, là. Au USA, ça doit être 40%. Ouais. Facile. En Floride, de temps pas. Facile. J'avais sorti, pour faire un lien, là, les stats du Danemark et du Japon. Puis c'est vraiment juste deux pays que j'ai popé de même parce que c'est que le Japon, les Asiatiques, là, c'est assez faible souvent le taux d'obésité. Puis le Danemark, c'est un pays qui est très fitness, très comme santé. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher pour le fun. Puis les deux stats que j'avais sortis, Danemark,
C'est pas 2026, j'ai 2022-2023. Ça fait 3 ans. On s'entend que ça ressemble. Environ 14% d'obésité. Fait 50% moins que nous. 50% de moins. Fait que Wow. là, je sais pas quoi, versus 2-3 ans de différence. Il doit pas avoir une énorme différence pareil. Japon. Puis Japon, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi, je pense que c'est en bas de 10. Ouais. C'est 2022-2024. Fait que même affaire, 3 à 6%. Hi! Mange juste du riz, man. C'est pour ça, c'est pas Wow! trop, Mais ils là. sont tellement actifs, ils sont tellement au soleil, mais wow! Débile, hein? 5% même pas? Mettons, ouais, si tu fais pour faire une moyenne, 5% données les plus récentes disponibles 2022-2024 selon les rapports nationaux japonais et de base OCDE, je sais pas c'est quoi, puis OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Aïe, aïe. Important, le Japon utilise parfois un seuil d'obésité différent. IMC, tu vois, eux autres, ce serait 25 et non 30. Dans certaines statistiques nationales, c'est qu'ils peuvent varier les chiffres selon la source. Si tu veux être plus... Ouais, c'est ça. C'est encore plus, c'est encore moins. Tu sais, dans le fond, les personnes qui sont à 27 ne seraient pas classées comme étant obèses chez nous, mais eux autres, oui. On dirait que je le lis puis j'ai de la misère à... C'est pas le contraire. Non. 25 Fait que d'IMC. Ça veut dire qu'eux autres, à partir de 25, t'es classé comme étant obèse. Nous autres, à partir de 30... Ouais, c'est ça, ok, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est ouais, encore fait pire. que, Ouais, c'est encore pire. t'as raison, ouais, exact. Aïe, aïe, ok. Fait que Japon, Parce good que, job, en thumbs général, up. c'est ça, c'est l'IMC. Mais c'est tout, je l'avais ici, IMC 30. Ah, Ça veut dire Japon, c'est encore pire. Hey. C'est encore mieux, je veux dire, ouais, c'est ça. check la prochaine. Puis ça, je Qu'est-ce que ça veut pense... dire qu'IMC 30, peut-être qu'il y aurait quoi, 1% de la population qui sera obèse? Ouais. Genre. Fuck yeah, là. Genre. Tu sais, il y en a pas... On n'est pas C'est allé un au Japon, mindset, là, c'est un autre récemment, éthique. mais non, mais en général, t'as déjà vu des Asiatiques obèses, là, intenses, à part les sumo. Ils vivent aux États ou bien ils vivent au Canada. Ouais. C'est pas mal les seuls que j'ai C'est vus. fou, là. Ouais. Mais hey, quand même. Fait que obésité, 1970, 14%, 1990, 15% et 2026, 31%. Puis le Japon, impressionnant. Mm. Au niveau de l'autisme, et je trouvais ça vraiment intéressant, en 1970, 0,03% de la population, donc une personne sur 10 000 était atteinte d'autisme. En 1990, 0,1% de la population, donc une personne sur 2500. Et en 2026, 2% de la population serait atteinte d'autisme, donc une personne sur 50. Et ça n'a pas l'air de s'en aller en diminuant, ça a l'air au contraire d'augmenter à une vitesse phénoménale. Qu'est-ce qui cause ça? C'est capotant quand tu vois ça. Check, Jay. Les données montrent que 50 à 80% des enfants avec TSA, trouble du spectre de l'autisme, ont des problèmes de sommeil. Difficultés d'endormissement, réveil nocturne, etc. Fait qu'il y a un gros rôle au niveau du sommeil paradoxal et de l'autisme. Fait que, tu sais, quand tu regardes les statistiques, là, puis plus que ça monte en années, mettons 1970, 1990, 2% aujourd'hui versus 0,03% en 1970, pas mal sûr que les gens dorment moins bien aujourd'hui. Pourquoi? On en a parlé dans le podcast, de toute façon, je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout est super rapide, on est super pressé, il faut se lever tout le temps plus tôt, il faut se coucher tout le temps plus tard parce qu'il faut travailler en double, puis ci, puis ça, pour arriver à payer nos comptes. Fait que le sommeil est de moins en moins bon, puis il y a de plus en plus d'autisme, fait qu'il peut avoir un lien énorme là-dessus, c'est quand même intéressant. C'est vraiment intéressant, puis ce matin, je suis tombé sur... Ma blonde, en fait, m'a envoyé un article d'un journal, puis ce qui est intéressant, là, c'est... Check ça, parce que... à la règle, veut pas, moi je suis un parent, puis mon enfant écoute Blue Way une fois de temps en temps, mais Caro m'avait envoyé dans le fond l'article, puis c'est basé sur des études, puis dans le fond, les enfants qui utilisent plus que 1 heure par jour la télévision ont tendance à avoir, on va dire, ça bloque en tant que tel la croissance du cerveau, des cellules, je ne vais pas me tromper, des cellules nerveuses blanches. Puis c'est ceux-là qui vont créer l'attention, qui, dans le fond, fait en sorte que tu as de l'apprentissage et toutes ces choses-là. Fait que les enfants qui sont capables de tempérer leur mental et tout le kit. Fait que quand tu écoutes plus qu'une heure de télévision, puis là, à cette heure, on le voit là, avec les émissions ultra flash de couleurs, ça pop partout. Va au cinéma, écoute le Spider-Man pour enfants en comique, là, tu vas avoir le cerveau qui va te péter, tu vas avoir mal à la tête après ça. Mais nos enfants écoutent ça régulièrement. You ouvre YouTube Kid, you ouvre Netflix Kid, puis c'est bombardé de couleurs, de scènes rapides. Écoute, c'est capotant, là, mais moi et ma blonde, dans le fond, on avait checké au début, parce que veux pas, des fois, t'es en train de cuisiner, puis ton enfant, tu peux pas l'avoir tout le temps dans les bras. Fait qu'il joue tout le temps à plein de jeux, on fait des casse-têtes, mais des fois, on l'installe devant Blue Way, puis on avait checké c'était quoi l'émission, toute confondue pour un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, qui était le moins impactant. Blue Way, dans le fond, là, c'est une scène ou en général, en moyenne, aux 8 à 10 secondes. Ça veut dire qu'à chaque 10 secondes, il y a une nouvelle scène qui apparaît. À chaque 10 secondes. Puis on s'en va voir, mettons, une affaire comme Coco Melon.
Je sais pas si tu as déjà entendu Je parler de sais pas, ça. ouais. Cocomelon, c'est fait par des neuropsychologues pour étudier les comportements des enfants et de faire en sorte que l'enfant soit toujours focus devant l'écran. Puis c'est littéralement de la cocaïne pour enfants. Puis Cocomelon, là, généralement, à chaque 2,5 à 4 secondes, dépendamment de l'émission, il y a un changement d'écran, mais toutes les couleurs sont ultra saturées. C'est étudié psychologiquement. Fait que l'enfant, là, il est en train de fixer des lumières ultra flash, l'œil est pointé vers là, ça t'active des glandes dopaminergiques. Puis dès que l'enfant moindrement essaie de trigger, oh, il y a un autre écran, ça te ramène. Puis après ça, il essaie de virer, oh, il y a un autre écran. Fait que les enfants, là, ils se sont rendus compte que tu prends une émission comme, mettons, Bluey ou peu importe quoi, puis tu te dis, chérie, viens ici, on va manger. Puis il est capable de déconnecter parce qu'aux 10 secondes, il y a un écran qui passe. Fait que là, whoop, il va juste tasser sa tête puis il va porter attention à toi. Il n'est pas emprisonné dans ce loop de dopamine-là. Cocomelon, par contre, où il y en a plein d'autres, Spider-Man, etc., l'enfant, dès l'instant qu'il revient, le cerveau ramène tout le temps. Fait qu'il est incapable de sortir de ce loop-là. Hey, c'est fou quand tu penses à ça. Puis, ça qu'il disait dans le fond, c'est que l'autisme est, on va dire, plus propice chez un enfant très très jeune qui a été en très grand contact avec de la tablette, de la forte luminosité, avant de dormir surtout. Fait que le cerveau en tant que tel, il était vraiment suractivé. Ça nuit au sommeil. Il y avait plein d'affaires. Fait que capotant quand même, mais 2% de la population, une personne sur 50, c'est épeurant. Et dernier stat, dépression majeure, en 1970, 3% de la population était en dépression majeure. En 1990, 3,3% de la population et en 2026, 8%. Fait que honnêtement, je pense qu'on peut venir à un fait, c'est que ça s'en va pas de mieux en mieux. L'industrialisation alimentaire a un pouvoir intense sur nous autres. On n'est pas vraiment en train de régler le problème parce que le problème, c'est qu'on ne cible jamais la cause du pourquoi les personnes développent de l'autisme ou de la dépression ou du diabète ou quoi que ce soit. C'est rare que tu vas vraiment avoir une personne qui va passer à travers des tonnes et des tonnes et des tonnes de formation, d'apprentissage pour éviter de tomber restant à l'insuline. Même là, le mot restant à l'insuline, il y a plein de personnes qui ne savent même pas c'est quoi. Mais c'est un fléau planétaire actuellement. Fait que le problème, c'est qu'on est toujours dans le traitement. Pourquoi? Parce que ça fait faire de l'argent. Parce que c'est bien plus payant de dire, voici un plaster, fais ce que tu as à faire avec ça, viens me revoir quand tu en auras besoin, mais au moins, ça va être, tu vas être capable de t'offrir à travers ta condition. Mais l'affaire, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une source, le pourquoi ton corps t'envoie ces signaux-là. Tu comprends? C'est capotant. Actuellement, la distribution financière dans le système de santé au Canada, on est à 94% de tout le budget investi par le gouvernement dans le curatif et 6% dans le préventif. Puis le préventif, c'est probablement un poster de va voir, mettons, tel spécialiste, ou bien tu as des problèmes de santé, va voir un pédopsychiatre. Ou tu as des problèmes de santé, va voir un psychologue. C'est probablement ça en tant que tel le préventif parce qu'il y en a très peu. On n'a pas d'éducation alimentaire à l'école. Tu n'apprends pas ça. C'est affreux, ça. T'ouvres YouTube, puis honnêtement, 99% de la population, que ce soit YouTube ou Facebook ou les réseaux sociaux, les gens sont dans le divertissement. Tu te rappelles ce que tu m'as dit hier, il y a 2 jours? Là? Vas-y. Tu regardes, ben, puis on l'a souvent parlé de même, c'est ça qui est poche, mais tu regardes, mettons, nous autres, on fait un podcast, on fait des reels, des vidéos, 500 personnes, des fois, 150 000, c'est comme notre gros vidéo qui a pogné, tu sais, puis là, c'est comme, ok, c'est nice, les gens voient, mais ils s'en foutent un peu. Puis après ça, tu mets la même petite cochonnerie, mais tu te mets à poil, man, arrête de bouger de même, à crier comme un maillet, puis là, 2,5 millions de vues. Puis là, le monde, il commente, puis il t'encourage, puis il like, t'es comme... Ben, on a un problème. l'exemple parfait, c'est que tu as 2 entrepreneurs comme nous autres qui grindent depuis 8 ans, qu'on aide du monde, le monde nous serre la main, il y en a qui nous regardent dans les yeux et qui nous disent vous avez changé ma vie. Puis il y a d'autres personnes qui se startent un OnlyFans puis ils font 2,5 millions en première année. C'est exactement ça. C'est littéralement là, une société inversée. Ce qui est divertissant et ce qui attire l'œil et ce qui sécrète la dopamine parce qu'on vit dans un monde de dopamine. Ouais. On a été programmé dans les années 70 avec du sucre, on est programmé avec des additifs, on est programmé avec des comportements. Là, c'est rendu algorithmique. Puis là, on se ramasse dans une situation où l'humain est stimulé par la dopamine. Tu ouvres ton Facebook, tu swipes, puis tu as besoin de ton 20, 30, 40 minutes le soir après souper de dopamine, tu le quittes. Mais tu es juste en train de te fry le cerveau. Tout le monde en est conscient, mais on est dans un loop de dopamine comme ça. Puis ça, c'est à partir du moment où ils ont découvert le bliss point, c'est là que ça a commencé à jouer justement avec la psychologie humaine puis de prendre le contrôle là. Je trouve ça vraiment capotant, mais je voulais passer à travers ce sujet-là parce que il faut élever la conscience des gens. Puis c'est un exemple parfait ici. Soyez conscient du système dans lequel que vous êtes parce que si vous avancez sans jamais vous poser de questions, tu sais, il y a des raisons du pourquoi vous ne filez pas. Il y a des raisons du pourquoi vous avez mal à la tête. Il y a des raisons du pourquoi vous avez accumulé 40 livres de surpoids. Il y a des raisons du pourquoi vous avez mal à la tête. Il y a des raisons. Votre corps a la source ultime. Il y a une raison, puis c'est un message qu'il vous envoie.
Puis au final, on ne vous le montre pas comment aller comprendre ce message-là et comment aller l'optimiser ou de le régler. On vous montre juste comment mettre un plaster par-dessus puis juste outrepasser ce message-là que votre corps vous envoie naturellement. Fait qu'on est zéro dans le préventif, on est juste dans le curatif. Fait que c'est pas mal ce qui close le sujet, je te dirais. Ouais, vraiment, vraiment intéressant. Ouais, très intéressant. Fait que le sucre et tout le système, comment je pourrais dire, comportemental de l'ingénierie alimentaire et tout. Fait qu'on close là-dessus, Sam? Yes, sir. Merci énormément, gang, d'avoir été présent. Laissez-nous un 5 étoiles. C'est notre paye. C'est extrêmement important, s'il vous plaît. Mettez-nous un 5 étoiles. Partagez le podcast. Parlez-en à vos amis. Si vous voulez faire une belle transformation, si vous trouvez ça intéressant, ce qu'on dit, et que vous aimeriez travailler avec des professionnels, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. On fait du mentorat privé. Fait que merci énormément de votre présence, gang. Ouais, merci. On se voit dans le prochain podcast, épisode 8. On va parler de l'alimentation chez les sportifs. À bientôt. Ce qu'on partage, Samuel et moi, dans ce podcast-là, est à des fins éducatives seulement. Nous ne sommes pas médecins, pas diététistes, pas psychologues et nos propos ne constituent pas des recommandations médicales ou des diagnostics ou des traitements personnalisés. Chaque personne est différente. Si tu as une condition médicale, des symptômes particuliers ou si tu prends de la médication, on t'invite à consulter ton professionnel de la santé et à ne jamais modifier ta médication sans l'avis médical. Merci d'écouter le podcast et de prendre soin de ta santé de façon responsable.